Pop, pop, pop. Bon, on va se présenter hein, parce que si on attend tous les retardataires, ça les fera peut-être venir. Vous nous entendez bien, du coup, c'est bon? Ouais, top. Ok, parfait. Et ben, on commence avec Maître Coinon, Laurine, avocate au barreau de Rennes en droit des affaires et qui vous fera une présentation donc là où on va parler du coup des erreurs juridiques puis de toutes les étapes juridiques. Je te laisse te présenter un peu plus en détail. Oui, bah on va faire court quand même, hein. Donc bonjour à tous. Donc moi effectivement je m'appelle Laurine Coinon, je suis avocate au barreau de Rennes depuis plus de 7 ans, je suis dans ma huitième année. J'ai toujours exercé en droit des affaires, j'ai commencé dans deux cabinets rennais pendant 2 ans, 3 ans, ouais. Et puis ensuite j'ai pris la décision de me lancer, donc j'ai installé mon cabinet à Liffré, c'est au nord-est de Rennes, on est à 10 minutes de Rennes là. Donc depuis 4 ans, là, on va bientôt fêter notre quatrième bougie. J'ai une associée, Marie Cazin, qui elle fait du droit de la famille. Donc tout ce qui est divorce, séparation, c'est un petit peu moins rigolo. C'est vrai que moi, quand je rencontre des gens et que je leur dis que je suis avocat, on me dit, oh là là, mon Dieu, mais c'est horrible, tu gères tout le temps des conflits. Bah, pas du tout, parce que moi, j'ai le beau rôle, j'accompagne effectivement beaucoup de chefs d'entreprise, soit dans la cession de leur entreprise, soit côté acquéreur. Donc ça, c'est plutôt des beaux projets. Donc voilà, ça va être le sujet du jour, a priori. Exactement. Et donc moi, pour ma part, euh, comment dire que j'ai fait un virement 360 parce que j'étais infirmière avant et passionnée d'investissement immobilier. Je suis ensuite tombée dans l'investissement dans les entreprises et notamment la reprise d'entreprise. Et en fait, voilà, passionnée de reprenariat, je suis maintenant devenue avec mon expérience une experte sur la reprise et encore, on ne peut pas connaître tous les domaines, mais aujourd'hui, du coup, j'ai intégré un cabinet de cession d'entreprise où on fait notamment de la cession-acquisition d'entreprise, principalement en Bretagne. Et puis, cette envie d'accompagner, de partager mon savoir-faire sur la reprise, donc avec la masterclass et le mastermind Reprise Élite qui débute. Donc voilà. Allez, je vous mets la présentation, on va commencer de toute façon. Qui a déjà identifié des entreprises à reprendre ou est en négociation actuellement? Vous pouvez mettre un pouce dans le chat, un peu, histoire de pas que tout le monde parle pas en même temps. Mettez juste un pouce si s'il y en a qui sont en cours. Mathieu, bravo. T'en as combien en cours? Une ou plusieurs? Mets-moi un petit chiffre. Ok, deux études, pas mal. Annabelle, t'en as en cours? Alors Jonathan, que je connais pas, Sidi Alpha, pareil, est-ce que vous avez des deals en cours ou c'est vraiment juste là, à titre informatif, vous n'avez pas commencé les recherches? Pas Oui, non, moi, Encore, pas c'est... celui-là. Encore. Ah, pardon. pardon. vas-y Annabelle. Non, moi, j'ai rien pour l'instant. Merci. Ok, Ouais, de mon côté, pas de deal encore, encore. ok. Nicolas, t'en es où toi? Moi, j'ai un deal en cours et donc normalement les LOI devront être signés la semaine prochaine. Ok. C'est celui dont tu m'as parlé avec une Ouais, c'est reprise le d'emploi? cabinet de courtage, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça, c'est le cabinet de courtage en assurance. Ok. Et Jonathan, une LOI signée, une autre en attente de retour. Attends, c'est parti. Niveau aisance juridique, là, juste tous, vous êtes. Il y en a qui sont vraiment débutants ou il y en a qui. Bon, j'en connais certains, je pense qu'ils ont des bases. Ceux que je connais pas, est-ce que sur un 10, vous pouvez me mettre si, un, vous êtes vraiment niveau débutant, niveau juridique ou si vous êtes. Ouais, ou si vous avez déjà fait des deals, vous êtes, calé. 4. 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
Nicolas, tu te sous-estimes un petit peu, je pense, non? Je sais, enfin, si tu me demandes d'être avocat, moi, j'y connais rien, ça. Enfin, les lettres, les machins, les trucs, les lois, j'y connais rien, quoi. Ok, Il faut faire une ça LOI, il marche. faut faire un compromis et qu'il faut faire un audit. Bon, ok, merci. Maintenant, ça d'accord. Donc, du coup, ça fait trois, tu vois. On va dire un pour chaque. Voilà. Le reste, ça Tu l'as s'arrête. fait tout Le seul? reste. Mais par contre, tu vois, le montage, ce que j'attends aussi de toi, et ta collègue avocate, etc., c'est d'en parler de ça. Mais tu vois, le montage, là, c'est un super sujet, par exemple. Hmm. Et tu l'as fait tout seul, ta Eloï? Non, 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 c'est Maître Darmon que tu connais. Ok, donc c'est bien. Très bien. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par parler des 5 erreurs juridiques fatales. Les 5 principales, parce que je pense qu'il y en a des tonnes. Je confirme. Donc, voilà, celles sur lesquelles on peut vous aider. Je vais diminuer ça. Et puis ensuite, toutes les étapes d'acquisition en passant par du début de la lettre d'intention et jusqu'à la signature définitive pour vraiment maîtriser le processus d'acquisition et toutes ces étapes. Donc ça vous donnera des bases, bien sûr, mais dans tous les cas, il faut toujours, même avec ce cours, passer par un avocat ou une avocate pour sécuriser tous vos deals et éviter les erreurs. On a l'impression à chaque fois qu'on peut faire beaucoup de choses tout seul, mais niveau juridique, en fait, il suffit de tomber sur un bon avocat en face. On ne sera pas grand-chose, on ne pourra pas gagner. Et le moindre mot peut être fatal, la moindre tournure ou phrase mal rédigée. Donc clairement, voilà, je conseille vraiment les bons avocats pour vos deals. Et donc, on va laisser Laurine parler sur les erreurs. Alors, effectivement, comme a dit Joël, il y en a beaucoup des erreurs. Là, pour retenir 5 erreurs, je suis pas partie sur du juridique pur, entre guillemets, mais c'est plus une façon, en fait, d'aborder les choses et de gérer les négociations. Alors là, on se place du coup côté acheteur, hein, on est d'accord. La première erreur, alors qui n'est pas la vôtre puisque vous êtes là aujourd'hui, mais ce serait de ne pas s'entourer de professionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous connaissez, c'est le métier, entre guillemets, c'est l'activité que vous allez racheter, alors que vous connaissez pas forcément encore parfaitement, mais en tout cas, vous êtes dans l'opérationnel. Nous, on est là pour vous apporter la connaissance dans nos domaines d'activité à nous. Donc, le premier professionnel que vous allez aller voir généralement, c'est le comptable. Joël va pas me contredire là-dessus. Parce que pour analyser un dossier de reprise d'entreprise, la première chose qu'il va vous falloir, c'est vous pencher sur les chiffres et savoir si financièrement, en fait, c'est jouable ou pas. Généralement, vous allez chercher des financements bancaires. Donc, c'est vraiment l'art de la guerre, hein. On peut avoir un dossier solide, mais si on n'a pas les fonds pour payer le prix de cession, bah, on ne pourra rien faire. Donc, le premier que vous allez aller voir, c'est l'expert comptable. On a aussi les courtiers pour vous trouver les financements les meilleurs. Alors aussi les assurances. Il y a aussi des courtiers en assurance en fonction des domaines d'activité qu'on veut racheter. Si on vise une entreprise par exemple qui est dans le bâtiment, il y a des assurances qui sont particulières, donc ça peut aussi être intéressant. Le notaire, si jamais vous avez en plus le projet d'acheter les murs, le local dans lequel est exercée l'activité, pardon. Et le dernier professionnel, et non des moindres, évidemment, c'est l'avocat. L'avocat, il est là pour rédiger les actes, mais on est aussi là pour vous accompagner au stade des discussions. Parce que quand vous allez échanger avec le vendeur, encore une fois, vous allez échanger sur l'activité elle-même et sur le côté opérationnel. Mais si lui, il est accompagné derrière, il va vous sortir des termes que vous maîtrisez pas forcément et pour lesquels vous ne visualisez pas les enjeux. Et donc, nous, on est aussi là pour vous expliquer en fait concrètement ce que vous raconte le vendeur, quelles sont les conséquences et les risques éventuels si on se lance dans telle ou telle opération. Et on est là pour vous aiguiller en fait. On n'est jamais là pour prendre la décision à votre place. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Moi, pour le coup, qui accompagne Joël sur différentes opérations, c'est Joël qui me dit ce qu'elle veut faire. Moi, je suis simplement là pour lui expliquer et lui dire, OK, ça me paraît bien. Attention, là, c'est risqué. Et là, il faut faire plus ou moins attention. Donc,
on est là pour effectivement le stade des négociations et ensuite pour la rédaction des actes. Alors, exemple très concret, j'accompagne actuellement un client qui est électricien et qui veut racheter une entreprise de électricité, plomberie, chauffage. On a signé la LOI, là, il faut que je rédige le protocole de cession. Alors, je vous expliquerai hein, juste après quel document correspond à quoi. Et on a fait une visite de l'entreprise du vendeur et on a visité les stocks notamment. Et alors là, mon client était en train de me raconter des trucs que je ne comprenais pas. C'est-à-dire qu'il me disait, ah oui, mais là, il y a des pièces de tel truc, de VMC, de boulons, ça sert à rien d'avoir ça en stock. Je lui ai dit, bah écoutez, si vous le dites, je vous crois, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Donc en fait, le client, lui, il a vraiment la connaissance du métier. Donc là, je lui laisse, c'est lui qui va me dire si effectivement dans ce stock, c'est un stock qui est intéressant, qui a de la valeur ou pas du tout. Par contre, moi, je suis là pour lui apporter l'expertise juridique sur le stock. Donc, je vais être capable de lui dire, par exemple, que, en tout cas, peu importe ce qu'on reprend pas dans le stock, il va falloir faire un inventaire très précis avec le vendeur pour justement déterminer les pièces qu'on peut reprendre ou celles qui n'ont plus aucune valeur. Je vais être là pour lui expliquer que potentiellement, on peut racheter le stock sans avoir ni de TVA, ni de droit d'enregistrement qui s'applique dessus. Ça, c'est des choses que mon client ne sait pas. C'est ma connaissance à moi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est utile dès le début. Et c'est pour ça que voilà, chacun son job. Et donc, c'est important de s'entourer de professionnels. Moi, je suis avocate, je suis pas expert comptable. Je sais lire un bilan, mais je vais pas vous faire une valorisation d'entreprise aussi précise qu'un expert comptable va vous faire. Et puis, je rebondis sur ce que tu dis, l'expert comptable, bah, lui, c'est pareil, on le consulte avant la LOI pour être sûr de ne pas acheter au mauvais prix. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'en profite pour vous en parler. Vendredi prochain, c'est l'expert comptable du Mastermind qui nous fera une masterclass pour vraiment apprendre à décrypter un bilan comptable et puis tout ce qu'il faut regarder en cas d'évaluation d'entreprise. Donc, ça, c'est le b.a.-ba de la reprise si on ne sait pas lire un bilan comptable et être accompagné par un bon comptable qui fait des bonnes évaluations, parce que c'est pareil, il y a tellement d'évaluations que tous les comptables peuvent vous sortir un chiffre complètement différent. Donc voilà, si vous trouvez un expert comptable qui vous sort la même évaluation que vous, moi on a sorti la même sur les derniers dossiers à 2 000 € près. Donc pour le coup, je me dis, bon, je me suis pas trompée et lui non plus parce qu'il fonctionne comme moi sur sa valorisation. Donc c'est important. Et pour le courtier, ouais, c'est pareil parce que le financement, si vous faites une offre et qu'en fait derrière, bah, ça passera pas, ça permet aussi d'appuyer votre dossier en face sur bah, le vendeur. Donc, vous lui dites, bah ouais, mais moi, mon courtier, il m'a dit que ça passait pas et du coup, mon offre, faut que je la modifie et que je sais pas, les murs, je les achète dans 3 ans parce que si on fait tout en même temps, bah, on risque de rien avoir au final. Et donc de perdre du temps et de l'argent bah, sur plusieurs mois. C'est vrai que faire appel à des professionnels assez tôt, parfois ça peut un peu rebuter parce que bah, c'est des frais à engager immédiatement et ça peut coûter cher. Ça coûte cher, hein, c'est un fait. Mais ça permet en fait effectivement de ne pas perdre du temps derrière parce que si vous êtes accompagné sur un courtier qui vous dit dès le début, non mais attendez, là ça va jamais passer auprès de la banque, et bah tout de suite vous allez aller renégocier avec le vendeur. Et si le vendeur vous dit bah non, moi je peux pas descendre en dessous de ce prix-là, et bah hop, on stoppe les négociations, on passe à autre chose. Ouais. Et on n'a pas perdu du temps à rédiger un protocole, monter un dossier de financement pour nous dire au bout de 3 mois, ah bah non, de toute façon, ça passe pas. Donc c'est de l'argent à investir au début, mais qui vous en fait gagner derrière, en fait. Voilà. Et pour ceux qui, pareil, pour les LOI, ne voudraient pas passer directement avec un avocat, certains les rédigent eux-mêmes, c'est prendre le risque de faire des erreurs en termes juridiques et qui pourraient au final se retourner contre nous par la suite parce que, par exemple, on ne s'est pas indexé sur les capitaux propres, moi ça m'est arrivé, et au final, en face, le vendeur, lui, il a son avocat, il lui transmet la LOI direct. L'avocat, derrière, il se dit, bah ouais, moi, il n'y a pas de souci, on peut signer ça, c'est en notre faveur. Donc, et vous, derrière, vous êtes fait avoir. Donc voilà. Voilà pour la première erreur. On va passer à la deuxième. La deuxième erreur, c'est ne rien écrire. Quand on discute avec un vendeur, on a tendance à mettre par écrit les choses importantes, typiquement le prix, et on va pas mettre par écrit des choses qui peuvent paraître un peu moins essentielles. D'expérience, je pense qu'il faut vraiment tout écrire. Alors, ça peut simplement être des emails. C'est un exemple concret à Ouais, donner, j'ai un exemple concret, c'est l'impact de la TVA.
Attends, je vois qu'on a des messages dans le chat. Hop. C'est ouais. C'est la TVA. Effectivement, j'ai vu une LOI dans laquelle on avait des montants indiqués, mais c'était pas précisé hors taxe ou TTC. Alors, ça paraît un peu anodin. Sauf que, il y a un sujet qui est arrivé là-dessus, puisque le vendeur nous a dit, bon, bah, moi, je considère du coup que c'est du hors taxe. Dans ces cas-là, vous allez me rajouter la TVA. Et l'acheteur s'est dit, bah, d'accord, alors moi, je récupère la TVA, donc c'est pas bien grave. Sauf qu'en attendant, il faut la financer, cette TVA. Pour payer le prix, il faut dire à la banque, alors j'ai besoin d'un peu plus d'argent parce que j'ai la TVA à financer. TVA à 20%, ça fait quand même une sacrée différence. Donc, ça paraît effectivement être du détail, mais si on l'écrit pas, et bah, c'est source potentiellement de discussion et potentiellement de litige. Donc, moi, je préconise de tout écrire, même ce qui paraît un peu anodin. Si c'est pas très important, on fait simplement des emails. De nos jours, on passe beaucoup par email. Alors, pareil, tout ce qui est WhatsApp, Messenger, il n'y a pas de souci, c'est des traces écrites. Moi, dans mes dossiers, quand on a des échanges juste par WhatsApp, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges qui passent comme ça. Donc au moins, on ne pourra pas dire ah bah non, vous ne me l'avez pas dit ou ah bah non, c'était pas ça notre accord. On a une trace écrite, donc il vaut mieux passer comme ça. Mm. Ok. Donc, tout tracé. La troisième erreur. La troisième erreur, alors je pense que c'est l'erreur la plus flagrante et la plus désastreuse, c'est se faire confiance. Alors je suis désolée pour ce discours qui va être un petit peu pessimiste sur la marche du monde, mais on ne fait confiance à personne, mais vraiment personne. Surtout pas en business. Là, on est dans un processus de reprise, mais moi, je le vois dans d'autres dossiers contentieux, pour le coup, on finit devant le juge. J'ai des dossiers qui finissent devant le juge d'une société dans laquelle étaient associées deux sœurs. Et les sœurs ne s'entendent plus et finissent devant le juge. J'ai des dossiers où c'est des meilleurs amis, ça fait 15 ans qu'on se connaît, on lance un business, c'est génial, et ben on finit devant le juge. Donc si déjà c'est compliqué en famille ou entre amis, autant vous dire que quand on n'a aucun lien particulier avec le vendeur, c'est encore pire. Lui, il est là pour vendre son entreprise, c'est son bébé. Il l'a créé, il l'a développé pendant des années. Il va vouloir la vendre dans les meilleures conditions. Potentiellement, il y a des salariés, donc il va vouloir aussi leur assurer un avenir le meilleur possible. Et puis surtout, il est accompagné généralement par des avocats ou des experts comptables. Donc, on ne se fait pas confiance et ça rejoint l'erreur d'avant. On met par écrit les choses sur lesquelles on se met d'accord. Alors moi, j'ai deux exemples très concrets. J'ai un premier dossier qui est toujours en cours, hein. C'est un litige qui a commencé en 2021. On est en procédure actuellement. Peut-être qu'on va réussir à le plaider d'ici la fin de l'année, mais c'est même pas dit. C'est un gérant d'une société qui a cédé son entreprise à un de ses salariés qui était son salarié depuis 20 ans. Donc vraiment, relation de confiance, a priori, totale avec ce salarié. On engage des discussions. Comme c'est notre salarié, ça fait 20 ans qu'on travaille avec lui, et ben, on ne met pas grand-chose par écrit. L'acte de cession lui-même, il est franchement pas très bien rédigé, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, voilà, on ne prévoit pas grand-chose. Résultat des courses, ce qui s'est passé, c'est que la session s'est faite en 2021, donc juste après le Covid. Le Covid a fait un peu de mal à l'activité, il y a eu des difficultés économiques et la société est tombée en redressement judiciaire. Et bah, du coup, on s'est fait assigner par le repreneur, qui était donc ce salarié depuis 20 ans, pour nous reprocher d'avoir caché des choses dans le cadre de la session. Enfin, je vous passe tous les détails juridiques du dossier. Mais voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, on est en litige parce qu'on a vendu notre boîte à notre salarié qui était là depuis 20 ans et qu'il n'a pas hésité à nous emmener devant le juge parce qu'il a connu des difficultés derrière. Deuxième dossier, c'est un peu différent, mais là, c'est un achat de fonds de commerce, ce coup-ci, de garage, au garage automobile. Donc je prévois dans les actes un état des lieux des locaux, classique, à faire en présence du propriétaire. Mon client me dit, ouais, ouais, mais on se fait confiance, on n'a pas trop le temps de faire ça. Je dis, vous voudrez faire un état des lieux, monsieur? Ouais, ouais, on verra, on verra. Pas d'état des lieux de fait. Résultat, mon client rentre dans les locaux. Il y a des vieilles épaves de voitures de partout, il y a de l'huile et des bidons usagés de partout, il faut vider des bennes entières de déchets. Il y a passé 15 jours pendant lesquels il n'a pas pu exercer l'activité, il a dû faire appel à des professionnels pour tout remettre en état. Et là, comme on n'a pas fait d'état des lieux, on ne peut pas récupérer tout ça. Et il y en a pour... Alors, il manque des outils dans les caisses à outils qu'on a rachetées. Ouais, Bref, niveau conséquences. on a un préjudice de 15 000 balles. Ouais.
Voilà. Et sur une session qui s'est fait à environ 100 000 euros. Donc, ça fait quand même beaucoup. On n'a pas fait l'état des lieux. Donc, on ne se fait pas confiance. Ouais. Voilà. Faut pas être parano non plus, certes, mais quand on parle de juridique, c'est... Non. On met par écrit les choses et on se dit pas, ouais, ouais, ça se passe bien entre nous, Ouais, tout va bien se passer. puis en face, ils nous disent non, non, mais on n'est pas comme ça, mais clairement, C'est pas une question d'être comme ça, hein. non. Effectivement, des fois, nous, on voit, on a des vendeurs, ils sont de totale bonne foi, il n'y a pas de problème. Mais au moment où arrive un litige, bah, ça reste chacun pour soi. Mm. On parle d'argent, en fait, on parle de sommes d'argent importantes. Donc, Ouais. il va pas vous faire de cadeaux, quoi. Ok. Je sais pas si vous avez déjà fait totalement confiance à un cédant pour ceux qui ont déjà repris. Je pense à certains dedans. Si vous voulez nous expliquer quelques cas ou juste mettre par écrit. Mais, Ou prendre la parole si vous avez une mais expérience à nous faire partager. je pense que certains ici ont déjà eu des mauvaises surprises en reprenant. Donc, ouais, je pense. Je ne citerai pas de nom, bien sûr. Non, mais après, moi, j'ai un cas, le cas du justement se faire confiance, c'est plutôt dans le sens faire confiance à ses compétences. Et en fait, j'ai fait une grosse connerie pour une reprise, pour une histoire de retraitement. Et en fait, j'ai valorisé la boîte sur QuickDD 2 fois plus que ce qu'elle ne valait. Et quand on s'est rendu compte de ça, bien évidemment, bah déjà, j'ai appelé son comptable à lui et je suis allé le voir un petit peu en aparté en lui expliquant la nouvelle valorisation. On est passé de 300 000 grosso modo à 150 000, on l'a divisé par deux. Et, euh, et le comptable était d'accord avec la nouvelle valorisation. Et là, j'étais très surpris. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit la première fois? Bah, attendez, le cédant, il a un mec qui a acheté sa boîte 300 000 alors que moi, je lui ai dit que ça voulait 152 000. Bon, en gros, le cédant était content. Le comptable, il se dit, OK, pourquoi pas. Mais il était d'accord avec moi et que Ouais. ça valait 150 000 et pas 300 000. Et du coup, bon, on n'a jamais et on avait financé les audits comptables et enfin fiscaux, sociaux par les avocats, par tout le monde. Et en fait, j'ai fait, c'est ma faute. C'est-à-dire que là, j'ai trop fait confiance à mon jugement et j'aurais dû demander à mon comptable lui aussi son avis sur la valorisation parce que je l'avais fait qu'avec QuickDD en fait. Ouais. Voilà. Mm. Ouais, Et c'est vous pareil que ce avez... soit un avocat ou que ce soit un comptable, c'est-à-dire que ou un courtier, enfin les exemples que vous prenez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bien ce qu'on pense, c'est bien ce qu'on vous dit dans les formations, des choses comme ça, mais il y a aussi une réalité des trucs et des fois on peut rater une connerie et pourtant un retraitement, je sais ce que c'est, hein, c'est une histoire de moins. J'ai raté un moins, voilà. Ouais, mais je Non, me non, mais souviens. complètement, vous avez complètement raison. Et, mais même nous, en tant que professionnels, en tant qu'avocat, moi, je sais que des sessions d'entreprise, j'en fais régulièrement. Et pour autant, dès que je rédige mes actes, dès que je fais mes audits, dès que je vais vérifier, toujours, je revérifie que la règle applicable, c'est bien celle-là. Je redemande au comptable aussi de bien vérifier les actes, etc. Parce que, comme vous dites, on est tellement dans le dossier. Et on fait tellement, en fait, le problème, c'est qu'on fait attention à beaucoup de choses essentielles. On relit vraiment les clauses vraiment un peu touchy, entre guillemets. Et les choses un peu plus basiques, ben, on se dit, bon, c'est bon, là, c'est sûr que j'ai pas fait d'erreur là-dessus. Et on relit pas. Et cette histoire de retraitement, c'est exactement ça, en fait. C'est une erreur toute bateau, mais il aurait fallu faire juste relire et on aurait évité le souci. Donc, vous avez raison, c'est bien aussi de... Même, on peut être le plus spécialisé possible dans son domaine. L'erreur est humaine et on en fait tous les jours. Donc, c'est bien, effectivement, de faire tout vérifier derrière. Et concernant les mauvaises surprises, ouais, Mathieu, ouais, j'ai pensé à toi. Ouais, c'est sûr que donc, tu as découvert des jugements passés qui n'étaient pas payés. Et ouais, quand ils reviennent pour les réclamer, forcément, c'est pas ouf. Et en dessous le seuil de la GAP, donc on Hum, reviendra sur la GAP tout à l'heure, c'est important de bien, bien indexer la GAP et de hum. Alors là, profiter. on est en dessous du seuil de gap, mais pour le coup, je pense que vous auriez pu quand même engager la responsabilité sur les déclarations qui étaient fausses. Puisque dans la gap, votre vendeur vous fait des déclarations. S'il vous affirme qu'il n'y a aucun litige dans la société, ce qui n'est pas vrai et qui vous l'a volontairement caché, là, on passe sur un autre fondement juridique pour le coup, qui va vous permettre d'engager quand même sa responsabilité. Après, voilà, à voir comment était le dossier, hein. Je vous dis ça comme ça, évidemment, chaque dossier est différent, mais Mm. voilà, on fera un petit focus sur la gap juste après. Prochaine et dernière erreur. Non, la quatrième. Ah, Il y en a des erreurs.
Quatrième erreur, ouais, c'est mal anticiper le calendrier. Euh, Pourquoi? On va vous l'expliquer après, mais quand on rédige le protocole de cession, on rédige ce qu'on appelle un protocole de cession sous conditions suspensives. C'est-à-dire que dans ce protocole, le vendeur s'engage à vendre, l'acheteur s'engage à acheter, mais sous réserve que certaines conditions soient remplies. Typiquement, pour l'acheteur, c'est d'obtenir son financement bancaire, par exemple. Il y en a plein d'autres, hein, on reviendra dessus après. Et on prévoit souvent des dates, en fait, pour lever telle et telle condition, pour qu'à la fin, on arrive à la date de signature de l'acte de cession final. Le problème, c'est que si une date est dépassée, et ben ça, on considère que du coup, la condition n'est pas remplie et le protocole devient caduc. Et donc, on peut sortir de l'opération. Exemple concret, quand vous achetez une entreprise et qu'en même temps, vous achetez les titres de la société et en même temps, vous achetez les murs dans lesquels elle exerce l'activité. Vous avez en parallèle de votre protocole de cession une promesse de cession des locaux qui, elle, est rédigée par le notaire. Souvent, on prévoit une interdépendance des deux opérations, c'est-à-dire qu'on dit que on signe, on achète les titres de la société, mais uniquement si on achète les murs en même temps. Et inversement, si l'une des deux opérations ne se fait pas, l'autre tombe automatiquement. Si jamais, au niveau du notaire, on n'est pas calé sur les délais et que le dossier prend du retard et qu'on avait prévu que la promesse de cession serait signée au 21 mars et que le 21 mars, c'est pas fait, la condition n'est pas remplie, ça peut donner la possibilité à la partie concernée de dire, ah bah du coup, moi, j'achète plus. Et le problème de ça, c'est que des fois, on a des dossiers dans lesquels il y a le vendeur ou l'acquéreur qui a envie de sortir de l'opération pour des raisons qui sont pas du tout liées au deal, hein, qui peuvent être totalement personnelles et qui du coup vont prendre prétexte de ça parce que ça leur offre une porte de sortie du coup. Et ça, il faut Alors, vraiment faire attention. Moi, un jour, alors c'était dans mon précédent cabinet où j'étais collaboratrice, mais on accompagnait un client qui voulait acheter une entreprise et puis du jour au lendemain, il nous a dit, j'ai plus envie d'acheter. Il n'y avait aucune raison. Il nous a juste dit, j'ai plus envie d'acheter, ça m'intéresse pas. Sauf qu'on était engagés, on était très loin dans le protocole. Alors, pour le coup, on a utilisé un autre argument que je vous donnerai après, mais on a considéré qu'il y a une date qui n'avait pas été respectée, ce qui était le cas, et hop, on est sorti comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Il vaut mieux mettre des dates plus lointaines. On a déjà eu le cas avec Joël hein, pour des dossiers de reprise. Hein. Parce que nous, souvent, nos clients viennent nous voir en nous disant ah, maître, j'achète une entreprise. Bah, super, c'est pour quand? Bah, c'est pour dans 2 mois. Alors, on aime beaucoup nos clients, mais on leur dit écoutez, on va faire le maximum, mais dans 2 mois, c'est pas possible. On va pas y être. Notamment sur la question des financements bancaires. Il vaut mieux se dire la banque va prendre du temps. Ça peut prendre pas 2 mois, ça va peut-être en prendre 3, ça va peut-être en prendre 4. Mais il vaut mieux être un peu plus large dans le délai et être sûr de ce qu'on fait pour pas laisser à l'autre partie la possibilité d'avoir une porte de sortie si jamais nous, on ne respecte pas nos engagements. Et justement, ça serait quoi la condition suspensive qui mettrait le plus en danger la transaction si elle n'est pas respectée Ouais, ou réalisée? c'est le financement bancaire. C'est souvent ça qu'on voit parce qu'en fait, les banques mettent beaucoup de temps à traiter les dossiers. À tort ou à raison, c'est pas une critique, mais c'est ça qui met vraiment beaucoup de temps. Ou les notaires. En fait, quand ça dépend de quelqu'un d'autre que nous, c'est compliqué. Puisque quand c'est l'avocat qui, par exemple, l'information des salariés, on va revenir dessus après, mais quand le vendeur doit informer ses salariés qu'une session va intervenir. Souvent, c'est les avocats qui s'en occupent, on fait les courriers, etc. Bref, on gère. Donc là, l'avocat connaît son timing, il a les dates en tête, il sait très bien qu'il va devoir gérer ça dans le timing. Quand ça dépend de quelqu'un d'autre, le notaire ou la banque, eh ben là, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et c'est ça qui peut nous mettre dedans, en fait. Et surtout les banques. Surtout les banques. Et alors, en ce moment, s'il y en a qui ont des deals en ce moment, faites attention à ça, notamment sur le mois de mai qui arrive. Je vous en parle parce que j'avais justement une vidéo ce matin avec un client qui est vendeur, lui, pour le coup. Et on discutait du financement bancaire. Et alors, on va laisser à la cœur un délai de 2 mois. J'ai dit, alors attention, parce que le mois de mai arrive. Alors, le mois de mai, il y a 3 jours fériés, il y a des ponts, c'est une catastrophe. Et les banques ne vont pas travailler, il faut se le dire. Ouais. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut anticiper. Vacances scolaires aussi. Au mois d'avril, il y a 2 semaines de vacances scolaires. Pendant les vacances, le conseiller bancaire, potentiellement, il n'est pas là. Et personne ne prend la suite du dossier. Et puis tout j'ai l'été, il se passe rien. C'est pareil. Hein, Alors, mois d'août, vous oubliez. Hein, Bah, même juillet. Hein. j'ai voilà. Alors, plusieurs moi, questions c'est typiquement par ce que j'ai rapport à dit au client ce matin. Je lui ai dit, écoutez, on peut vendre au 1er septembre si vous voulez, mais ça peut aussi être le 31 juillet, parce que de toute façon, au mois d'août, personne ne fera rien. Donc, ça fait sourire quand on en parle, mais c'est vraiment des choses à avoir en tête, parce que ça peut vraiment nous mettre en difficulté sur le plan juridique derrière. J'ai plusieurs questions à vous poser, Maître, là-dessus, justement. Oui. Étant en instance de LOI, etc., enfin, pour toujours le cabinet de courtage, la première, le délai bancaire, vous dites que c'est toujours long, ça dure combien de temps les délais bancaires en moyenne?
Alors, entre le moment où on introduit le dossier et le moment où les fonds sont libérés par la banque, Ouais. nous, on dit pas moins de 3 mois. Mm. Ok. Si tu as Euh, ton financement direct. Si le financement passe direct. non, mais moi, c'est un petit financement. Là, le banquier nous a dit, franchement, on appuie sur le bouton et bon, c'est pas un gros truc pour moi, mais Ouais, ok. il Donc n'y a pas souvent, de ouais, salarié, il souvent est on tout se dit pour seul. être à peu près tranquille, D'accord. 3 mois. Si tu as la Ok. délégation en agence, déjà, Ouais, alors il n'a enfin, pas c'est une délégation à réduction du l'agence, temps. il attend juste mon bilan mais, mais c'est comme c'est parce que c'est des titres et c'est pas du fonds de commerce. Le fonds de commerce, il a la délégation d'agence jusqu'à je crois 600 000 et là les titres dès 1 euro, j'exagère, mais c'est automatiquement une Mm. cellule, je sais pas quoi. Ok. Ouais, d'accord. Moi j'ai une deuxième question justement, c'est rapport à Allez-y. cette session-là. Le cédant m'impose parce qu'en fait il me dit écoute Nicolas, moi si je te dis que je vends, je vends. Je dis ok, pas de problème, il n'y a pas de problème. Par contre il me dit lui en échange, ce qu'il veut c'est que dans la LOI il me dit on est d'accord pour le prix, alors c'est 90 000 euros, donc vous voyez c'est un petit truc. Mhm. 90 000 euros, il me dit par contre je veux être sûr que ça aille au bout en fait. Il me dit, moi, je me Mhm. fais pas, excusez-moi, mais il s'embête pas à aller chercher tous les documents, les machins, pour que le truc se fasse pas. Et moi, 90 000 euros, franchement, je vais le financer vraiment facilement. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, il me demande de dire, de pas mettre de conditions suspensives d'obtention de crédit. Bah non. Donc, Très mauvaise idée. alors, Très mauvaise idée parce que, ouais, comme vous dites, c'est pas un très gros montant. Il n'y a pas de raison que ça passe pas à la banque, oui. mais il peut vous arriver n'importe quoi entre deux. Comme À quoi, par titre exemple, un personnel. décès ou une Alors, il faut aussi. invalidité? Pardon? Un décès ou une invalidité, vous pensez à quoi? Oui, alors, ça, C'est déjà. une autre clause. Mais c'est une autre clause, exactement. C'est bien, Joël. Mais même sans parler de ça, vous pouvez avoir un changement dans votre vie personnelle Oui. qui fait qu'en fait, votre situation financière ne sera pas du tout la même et que la banque va plus vous suivre de la même façon. Parce que la banque, elle va. Alors, effectivement, on n'est pas sur un gros montant, mais même la banque, elle va prendre une garantie. Je sais pas, elle va peut-être vous demander d'être caution personnelle, par exemple. Ouais, ouais, il demande 45%, 50, je ne sais même pas. Voilà. Alors aujourd'hui, vous les avez peut-être, mais demain, il peut vous arriver n'importe quoi à titre personnel. Je ne sais pas si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, mais il peut y avoir Oui, des en fait, dépenses un peu. j'ai demandé à ce qu'on mette, je lui ai dit, écoute, franchement, si je décède ou que je suis en invalidité, il est évident que je te dois pas enfin, c'est pas ma femme et mon fils qui vont devoir le pognon. Il me dit, non, non, mais Oui, ça, c'est, alors ça, c'est une clause à mettre dans l'acte, hein. Comme quoi vos héritiers ne sont pas engagés si jamais vous êtes en incapacité ou décédé. La première fois qu'elle me l'a d'accord. sorti, j'étais choquée. Je dis bah merci. Oui, les clients n'apprécient jamais trop quand on leur parle de ça. Mais c'est important parce que, comme vous dites, si demain il vous arrive malheur, vous allez pas vouloir que ce soit votre femme ou vos enfants qui paient le prix. Sauf qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de clause de prévu, C'est clair. l'opération va au bout. Non, non, mais ça, c'est prévu. Par contre, je lui ai dit, écoute, Ouais, voilà, moi, si je décède ou lui décède, etc., bon, bah, après, il décède, j'essaie de lui racheter quand même, malgré tout, mais moi, si je décède, je te le dis, c'est pas ma femme et mm, mon fils qui vont faire les courtiers, quoi, 3 ans et ouais, rien faire, quoi. Ok, et du exactement. coup, ça j'entends. Maintenant, moi, enfin, sincèrement, je prends aucun risque sur le crédit. Après, à titre individuel, oui, du jour au lendemain, ça pourrait s'arrêter avec ma femme. J'entends, on pourrait divorcer comme n'importe. Bon, après, je suis quand même assez bien mon couple et je vais dire que non. Maintenant, là, c'est pour la question, le dépassement. Le dépassement, c'est-à-dire que si je lui dis au 1er juin, c'est moi qui ai les clés de la boutique et qu'au final, on dépasse ce délai-là, C'est pas le cas. c'est une clause pour moi de sortie. Mm. Oui. C'est Et bien bah ça, après parce que oui. j'avais pas compris. Ok. Non, il faut qu'il donne un refus de financement. À toi après tu fais un avenant, mais dans tous les cas, lui il pourra te dire le délai n'est pas respecté, je ne vends plus. Ouais, mais lui, Tu vois? C'est ça. lui, il veut être sûr d'aller au bout. Donc, s'il me demande la clause, c'est qu'il veut être sûr d'aller au bout, tu vois. Mais, Donc, mais pour le coup, mets la condition suspensive de financement et si tu la mets pas, dans ce cas, bah, le prix c'est comme en immobilier, hein. Si tu leur dis bah moi je vous mets pas de condition suspensive, je suis sûre de vous l'acheter, dans ce cas, le gars tu l'achètes moins cher, hein. Mm. C'est comme si tu lui faisais une offre comptant. bah, en gros, on n'est pas loin de ça et j'ai déjà baissé le prix de 130 à 90 000, quoi. Donc, en fait, c'est Ouais, comme ça. donc après, si vous pouvez le financer, en fait, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si vous n'avez pas votre financement bancaire demain, est-ce que ça vous met en difficulté, vraiment, réellement, ou est-ce que vous allez réussir à financer ces 90 000 euros quand Ouais. même? Faut pouvoir les C'est sortir. ça la question, en fait, tout simplement. Parce que lui peut vous dire, du coup, je veux mes 90 000 et il vous le dira, du coup. C'est ça, en fait, est-ce que vous êtes capable de le gérer s'il n'y a pas de financement bancaire derrière? Ok, 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 d'accord. Bah après, moi je me dis là techniquement aujourd'hui non, mais on n'est pas loin.
Par contre, ça me met dans une galère. Enfin, c'est-à-dire que Donc, je prends pas puise de partout, risque. Donc, quoi. faut pas prendre de risques. Ouais. Ouais. Un financement bancaire, on n'est jamais sûr, même si le dossier, il n'y a pas de souci. Vous pouvez... Alors, il y a aussi le repreneur qui a des problèmes de santé. Alors, ça, c'est un autre problème. Mais les banques, potentiellement aussi, peuvent tiquer sur les assurances, etc., s'il y a des problèmes de santé. Ok. Enfin, il y a tellement de paramètres qui peuvent venir Ouais, dans le puis, dossier. Ce serait un risque inutile à prendre et pour puis moi, en fait, hein. ouais, il suffit que là, ils sortent plus de financement. Là, les banques, elles ont dit non, stop, là, on a fait notre quota et tout. Pour On attendre. rentre en guerre demain contre la Russie. Alors, je suis un peu alarmiste, je suis désolée, mais non, mais c'est bête, mais on rigole, mais en vrai, en 2022, quand la Russie fait la guerre à l'Ukraine et qu'on a une hausse des prix phénoménale dans tout un tas de secteurs d'activité, ça a vraiment mis des entreprises en difficulté. Et moi, j'ai des clients qui ont été en difficulté à cause de ça. Une semaine avant, personne ne parlait de la guerre. Donc, voilà, là, on est loin de nous, la France d'être en guerre, c'est pas la question, puis on va pas faire de la géopolitique aujourd'hui, mais il peut se passer tellement de choses. Le Covid, quand il a débarqué, Ouais, personne n'aurait pu anticiper un truc pareil. Donc effectivement, demain, la banque, elle peut vous dire non pour tout un tas de raisons, ouais. plus ou moins dramatiques que ce que je viens de citer d'ailleurs. Mais donc moi, Ok. non. Après, encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est pas moi qui prends la Les décision. conseils. Mais moi, je déconseille totalement de ne pas mettre de conditions suspensives là-dessus. J'entends, j'entends. Mais c'était sa condition à lui pour l'avoir à ce Mm. prix-là. Après, c'est vous qui C'est analysez ta votre négo. risque. C'est ta C'est vous qui négociation. analysez le risque. Est-ce que c'est risqué ou pas de le passer comme ça? Tout est question de négociation et de risque pour vous, hein, de toute façon. Mm. Non, non, mais je partage. J'entends Ok. vos arguments. On avance un peu parce qu'on n'a Yes, pas pardon. commencé les étapes. Alors, On discute, on discute. Je vais faire vite. Dernière erreur qui rejoint un peu l'histoire du calendrier, c'est de négliger le formalisme. Pareil, sur la question des conditions suspensives, bon, on va rester sur le financement bancaire. Souvent, dans le protocole de cession, on prévoit effectivement que l'acquéreur doit aller chercher son financement bancaire et qu'il doit informer le vendeur dans un certain délai, avec un certain formalisme. Souvent, on prévoit des courriers recommandés, doit informer le vendeur du fait qu'il a obtenu ou qu'il a des refus bancaires. Si jamais on a un refus bancaire et qu'on n'informe pas le vendeur à la date prévue ou avec le recommandé qui est prévu par le protocole, et ben, le vendeur, du coup, peut considérer juridiquement parlant que la condition du financement est remplie parce que vous ne l'avez pas informé dans le délai et selon les formes prescrites que vous avez eu des refus. Donc, il se dit, OK, bah, la condition est remplie et donc l'opération se fait. Sauf c'était que vous n'avez pas eu le financement. c'était arrivé sur un dossier. Ça aurait pu m'arriver sur un dossier. Je vais rigole parce que ça aurait pu nous arriver. Donc, Ouais. comme moi, j'ai ce réflexe-là. Alors, en plus, on n'avait même pas respecté la bonne date pour En le fait, coup. on n'avait pas mis la bonne date sur l'envoi du recommandé en refus de prêt. Mais bon, ils n'ont pas été chiants quand même. Non. Et puis, on avait lié l'opération à l'acquisition des murs Donc, on a une qu'on autre n'avait pas clause. non plus. Donc, de toute façon, on On était avait une autre tranquille. clause pour sortir. Mais, Et ouais. donc, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Le protocole liste vraiment tout un tas d'obligations pour les deux parties et il faut toujours les respecter. Encore une fois, parce qu'on ne se fait pas confiance. Toujours la même chose. Et alors oui, je voulais juste revenir juste avant qu'on passe à ça, attirer votre attention sur un point un peu particulier dans ce cadre-là, parce que j'ai eu le cas concret, quand il y a des avocats dans le dossier, quand chacune des parties a des avocats. Vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, les échanges entre avocats sont confidentiels. C'est-à-dire que lorsque l'avocat du vendeur discute avec l'avocat de l'acheteur, tous les échanges sont confidentiels. Donc nos mails échangés ne peuvent pas être produits si derrière il y a une procédure juridique qui est lancée. C'était sur mon dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'étais collaboratrice dans mon précédent cabinet et mon client acheteur voulait plus acheter du jour au lendemain. Et en fait, on avait une date prévue dans le protocole. Je ne sais plus pourquoi c'était. Je crois que c'était pour signer l'acte de cession définitif, ou je sais plus. Il y avait une date prévue pour une certaine formalité. Date que on savait qu'on allait dépasser d'une semaine. Et du coup, on a eu des échanges entre avocats. Alors à ce moment-là, mon client voulait toujours acheter, hein. On a eu des échanges entre avocats à ce moment-là par mail en disant, bon bah, on voit Décale. qu'on est un peu court dans le délai. Est-ce que ça vous va si on décale d'une semaine à telle date? Ouais, pas de souci, on décale. Échange entre avocats, donc confidentiel. Une semaine après, mon client nous dit, je veux plus acheter. Solution, on a décalé la date, Mais mais c'est pas officiel puisque ce sont des échanges entre avocats confidentiels et donc on a notifié au vendeur le fait que cette date n'a pas été respectée et donc on sort du protocole.
C'est un peu particulier. En tant Vous êtes des qu'avocat, sacrés malins, quand même, hein. Vous êtes des sacrés malins. voilà, moi j'étais collaboratrice, c'est pas moi qui avais la gestion du dossier. En tant qu'avocat, sur un plan déontologique, on est un peu, il y aurait des Pas questions. fan. On n'est pas fan. Mais l'important, c'est de défendre le client et le client a pu sortir comme ça du dossier. Donc, faites attention pour tout ce qui a un caractère officiel ou qui peut vraiment avoir un impact dans le dossier. Eh ben, on fait des courriers officiels. Tu voulais dire que quelqu'un a Oui, parlé? je crois avoir vu Nicolas qui a voulu prendre la parole. Non, non, c'est bon. Non, c'est tout bon. Bon, Voilà, c'est voilà. juste un petit point particulier. Bon, concernant les étapes de l'acquisition, je sais pas si... Ouais, il y en a certains là donc, qui ont déjà eu des LOI. Comme je disais, l'importance de passer par un avocat pour toutes les petites choses dont on ne sait pas. Alors, à force de les côtoyer et d'être sur des dossiers avec eux, on commence à retenir les clauses importantes et tout ça, mais on va quand même tout revoir en détail et avoir plein de conseils. Donc, écoute, On est parti. ouais. Alors, on commence du coup par la lettre d'intention. Alors, les processus de négociation pour la reprise d'entreprise, ils se ressemblent un peu tout le temps. On fait un peu toujours la même chose, mais des fois, il y a des choses qui sont dans l'ordre inverse. On a déjà discuté avec Joël. Je sais que souvent, toi, tu me dis que le contact avec le vendeur se fait avant la rédaction de la lettre d'intention. Ouais, donc moi je conseille souvent déjà de mettre une offre par écrit avant et d'avoir l'accord avant d'aller rédiger la LOI pour pas perdre son temps à aller rédiger des LOI. Donc sur les grandes lignes, se mettre d'accord sur le prix, les modalités, l'accompagnement et si on est d'accord, rédiger la LOI et puis ensuite c'est des petites négociations qui vont jouer sur la gap, ce que contient la gap, Hum. voilà, les détails. Mais alors ça dépend du coup du vendeur, parce que pour le coup, moi j'ai un dossier où l'acquéreur donc, a pris contact avec le vendeur, donc je suis côté acquéreur. Il a pris contact avec le vendeur et le vendeur lui a dit en gros, bah faites-moi une offre. Il n'a pas voulu discuter, il m'a dit, bah proposez-moi un truc. Et donc dans ces cas-là, on a rédigé la LOI directement. Et là, notre LOI était la proposition en tant que telle en fait, Mm. qui est passée directement pour le coup. Donc tant mieux. Mais voilà, ça dépend aussi en fait de comment réagit le vendeur en face. Bah, Parce ça fait qu'il plus sérieux de mettre une LOI C'est directement ça. plutôt que Et puis il y a d'appuyer des un vendeurs qui démarrage. n'ont pas trop envie de se dévoiler sans avoir un acte vraiment écrit non plus. Mm. Donc voilà, ça dépend un peu de la relation avec le vendeur. En tout cas, la lettre d'intention, son but, c'est quoi? Qui dit lettre d'intention dit, comme son nom l'indique, que c'est vraiment l'intention de l'acheteur d'acheter l'entreprise et à quelles conditions. Donc, c'est un document dans lequel on va, alors pas détailler, mais justement synthétiser les clauses essentielles de l'opération pour les proposer aux vendeurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir un premier cadre qui est juridique, hein, qui est juridiquement contraignant, une première trace écrite des modalités principales de la cession et qui ensuite sera notre base pour la rédaction du protocole de cession. Ce qu'on met là-dedans à ce stade, on met toutes les clauses qui sont les plus importantes de l'opération ou qui sont pour l'acquéreur les plus importantes. Parce que des fois, dans un certain type d'opération, on a des acquéreurs qui ont un truc un peu particulier et qui du coup va être propre au dossier. Mais de manière générale, les clauses essentielles, c'est quoi? Bah, évidemment, déjà, c'est la définition de la cible. On achète quoi? Est-ce qu'on achète des titres ou est-ce qu'on achète un fonds de commerce? Alors aujourd'hui, on est plus concentré sur l'acquisition des titres, donc on va pas forcément détailler ça, mais c'est pas du tout la même opération juridique, c'est pas du tout la même chose qu'on achète. Donc déjà, ça, il faut bien le déterminer. Déterminer à qui on achète. Qui est vendeur juridiquement parlant? Nous, on a des sociétés où en face, c'est la famille. On ne sait pas trop si c'est le père, la mère, l'oncle, le frère, machin. Ils sont tous un peu là-dedans. Mais juridiquement, qui est l'associé vraiment de la société? Qui détient les titres? C'est aussi des questions à se poser. Ensuite, ce qu'on fixe, bah, évidemment, c'est le prix. On vous propose d'acheter à tel prix, avec une variation. On reviendra peut-être sur le détail des clauses quand on abordera le protocole, mais voilà, prix et modalité de paiement. Et ensuite, toutes les conditions suspensives. Pareil, on reviendra dessus quand on sera dans le protocole, comme ça, ce sera plus clair. Ce qu'on prévoit bien, par contre, au stade de la lettre d'intention, et c'est ça le plus important, c'est la confidentialité et l'exclusivité. C'est surtout important pour... Alors, la confidentialité est surtout importante pour le vendeur, puisqu'il va vous transmettre des documents et des informations
Notamment, ce que vous allez récupérer en premier, c'est le bilan. Potentiellement, les contrats de travail aussi, on peut les récupérer à ce moment-là. Donc, vous vous engagez, alors les deux parties le font, mais c'est surtout l'acquéreur qui le fait puisque c'est le plus important. Vous vous engagez à garder strictement confidentiel, évidemment, toutes les informations qui vous ont transmises dans le cadre des discussions et Après, de tout là, le dossier. normalement, on a déjà signé un accord de confidentialité pour qu'il nous donne le bilan, mais pour tous les autres documents, du coup, par la Exactement. suite, et surtout l'exclusivité, en fait. Et l'exclusivité, donc effectivement, c'est que le vendeur s'engage à ne discuter qu'avec vous. Pourquoi? Parce qu'un vendeur qui reste ouvert à d'autres propositions, c'est compliqué parce qu'il n'est pas concentré sur le dossier avec vous. Et puis du coup, on n'avance pas. Moi, j'ai déjà vu un dossier où le vendeur, pareil, j'étais côté acquéreur, le vendeur était pas très clair. Et en fait, on a su après coup qu'il y avait potentiellement un deuxième acquéreur intéressé et il discutait avec les deux en même temps. Et bien du coup, on n'avance pas parce qu'il n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à caler les modalités et du coup, on perd du temps. Donc, le vendeur il s'engage à être en exclusivité avec vous pendant un certain délai. Évidemment, le but, c'est pas de lui dire on discute pendant 3 ans et on voit ce qui se passe. Souvent, c'est jusqu'au protocole de cession, en fait. Hein, il nous donne l'exclusivité jusqu'au protocole. Et puis, si jamais on n'arrive pas à aboutir au protocole, et ben, il retrouve la liberté d'aller discuter avec d'autres preneurs potentiels. Que tu peux nous parler juste peut-être plus concernant le prix dans la lettre Hmm. d'intention, comment on le définit, est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire et bon, laquelle tu utilises, laquelle tu préfères? Hmm. Alors, quand on achète, donc là, toujours, on est sur les titres de la société. Et généralement, on fixe un prix basé sur les capitaux propres. Alors, là, c'est pareil, il y a un peu, il y a différentes écoles, entre guillemets. De manière générale, quand même, ce qu'on préfère, c'est de se baser sur les capitaux propres. Pourquoi? Parce que c'est la vraie valeur de l'entreprise, en fait. Les capitaux propres, ça montre vraiment ce que vaut l'entreprise. Donc, on fixe un prix par rapport aux capitaux propres qui figurent dans le dernier bilan qui a été clôturé. Et on prévoit une variation du prix. Alors ça, c'est pas obligé non plus. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit une variation du prix. Si jamais, donc, le processus de cession va suivre son cours et on va prévoir une situation comptable à la date de la cession pour savoir où en est l'entreprise. Quand vous avez une entreprise, là, vous voyez, j'ai le client que j'avais ce matin, donc lui, il est vendeur, il clôture au 30 juin. Donc là, on a déjà un bilan qui remonte au 30 juin 2024. C'est hyper loin dans le temps et depuis, il s'est passé tout un tas de choses. Donc, on va avoir une situation comptable à la date de la cession dans laquelle les capitaux propres vont avoir varié à la hausse ou à la baisse. Et ben, on prévoit que le prix, du coup, varie à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des capitaux Ce propres. qui fait que si avant que vous repreniez la boîte, il a vidé toute la trésor et il s'est pris 300 000 euros de dividendes, bah forcément, vous n'allez pas acheter la trésor qui n'est plus là et les capitaux propres qui auront diminué de 300 000 euros. Et donc, c'est hyper important. Mm. Ou alors, il faut mettre vraiment en condition qu'ils se prennent zéro dividende et Ouais. laisser un prix fixe si vous êtes sûr que la boîte ne va pas s'effondrer le temps en allant jusqu'à la Ouais, revente, quoi. exactement. Et puis même sans parler du dirigeant qui fait ça, hein, si on reprend l'exemple du Covid, hein, le Covid Ouais. passe par là, l'activité s'écroule, Ouais. bah, forcément l'entreprise n'a pas la même valeur. Donc c'est important de prévoir ça. Et à l'inverse, prévoir une variation à la hausse, parce que si le vendeur travaille très bien les mois qui précèdent la cession et que l'activité s'est développée, c'est aussi logique de le rémunérer pour ce travail-là. Donc ça permet d'avoir un équilibre et un compromis entre les deux parties, quoi. Après, pour ça, tu vois, si on met par exemple un montant maximum et que on lui dit, bah, par contre, là, je vous rémunère Mm, avec vos dividendes, on s'arrête à ce montant-là parce que moi, j'ai fait mon financement, j'ai eu que 550 000 et du coup, là, il faut que je sorte 50 000 de plus peut-être mm, 3 mois après la vente, mm, parce que le temps de faire l'analyse des comptes, on peut lui dire, bah, essayez d'arriver pile aux capitaux propres pour... mm. On peut mettre un montant, un plafond. Un plafond voilà. qu'il ne faudra pas dépasser. Et si bah, il travaille bien et il y a de l'argent, et ben dans ces cas-là, il retire l'argent avant la cession, il se verse du dividende. Et Mm. comme ça, on ne dépasse pas ce plafond de capitaux parce que, à juste titre, comme tu le dis, si le financement bancaire il va pas au-dessus d'un certain montant, eh ben, on ne pourra Ben pas le ouais. financer. Ça permet d'avoir une marge, mais pas trop importante et pas trop difficile à Ouais. maintenir. Alors, financement bancaire, ou tu veux qu'on parle du crédit vendeur aussi, peut-être rapidement? Pas Je forcément. suis pas sûre qu'on ait le temps Ouais, d'en parler. très bien. Juste concernant la lettre d'intention, moi je vous conseille vraiment de la rédiger avec avocat avant parce qu'en face, bah oui, ils auront leur avocat et la moindre
moindre tournure mal faite. Moi, j'en ai rédigé plein toute seule avant et à chaque fois, il y avait un truc en face qui n'allait Qui pas. deviennent de mieux en mieux, faut le dire. Mais Avec elles sont l'expérience. toujours pas parfaites. Donc, non, vraiment, même si ça coûte cher, mais c'est pour ça que je dis de se mettre d'accord vraiment sur le prix, sur les conditions. Et une fois qu'on est à peu près d'accord, de dire à son avocat, bah, là, on se lance dans la LOI, on met le plus de choses possible. Salut Mathieu, mais je vous mettrai le replay. Et donc, normalement, tu prends à peu près 3-4 heures pour rédiger une vraie bonne LOI avec toutes Même les un peu, ouais, informations. même un peu plus si on compte le rendez-vous du début et tout ça, ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Donc, Maître Coinon-Lorine, juste ici, vous propose du coup de les rédiger à moindre coût et de vous faire une remise pour ceux qui sont présents et qui sont inscrits à la masterclass. Donc, n'hésitez pas à prendre note de son mail et de lui envoyer un mail si jamais vous avez une LOI à faire, à rédiger. Voilà. Avec plaisir. Et on passe ensuite à la data room. Ah, voilà. Vu l'heure qu'il est, j'avais On prévu avance. des petites questions à Ouais, vous poser, mais je pense que on ça va va peut-être être, avancer, hein. ouais, ça va être chaud. Ouais. De toute façon, si jamais vous avez des questions, vous les notez et puis on pourra refaire un point à la fin de la présentation pour Ouais. préciser les choses. Mm. Alors, la data room, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'endroit totalement virtuel dans lequel on va retrouver tous les documents en fait qui concernent l'entreprise cible du coup. Donc, dans laquelle en fait le vendeur va nous transmettre tous les éléments juridiques, tout le social, tout le comptable, tout l'immobilier, tous les diagnostics techniques, bref, tous les documents qui concernent l'entreprise pour que nous, ensuite, on puisse en fait en prendre connaissance, les auditer, les faire auditer par vos comptables, par vos avocats, par vous-même, évidemment, et pour voir si ce qu'on achète, si c'est bien conforme à ce qu'on pensait acheter, déjà d'une, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, si le matériel il est en bon état, si les contrats de travail, bah, ils n'ont pas de clause qui posent problème, si toutes les déclarations fiscales et sociales ont toujours été faites correctement, si les statuts de la société sont à jour. Bon, bref, on fait un audit complet de la société. C'est ça la data room, en fait, c'est tous les documents que vous met à disposition le vendeur qui nous permettent de faire les audits, de rédiger le protocole de cession aussi, et évidemment avec cet engagement de confidentialité, soit qu'on a mis dans la LOI, soit s'il n'y a pas de LOI, parce que c'est possible aussi, on peut aussi faire des engagements de confidentialité en tant que tel, hein, ce qu'on appelle les NDA, c'est l'anglais, un Non-Disclosure Agreement. Ou alors, il y a les clauses de confidentialité dans les missions des intermédiaires. Quand vous avez des intermédiaires en Exactement. session, dans les lettres leurs lettres de mission, je ne sais pas si on appelle ça des lettres de mission, Mandat. mandat, tout simplement. Il y a les clauses de confidentialité aussi, donc elles peuvent être prévues ici. Mm. Et les documents prioritaires à demander, ça serait quoi du coup pour pas avoir de mauvaises surprises? Bah, il faut demander le juridique. Bon, il faut demander tout le social. Je pense que le social, c'est important. Les contrats de travail, il faut les auditer absolument. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de problème. Il faut vérifier tout ce qui est fiscal, hein. Déclaration de TVA, déclaration d'impôt. Enfin, en fait, il faut vérifier surtout là où on peut avoir des ennuis. Et là où on a des ennuis, c'est quand il y a l'administration publique qui est dedans. Donc, l'administration fiscale, il faut vraiment y faire attention. Tout ce qui est URSSAF, etc. Donc, tout ce qu'en fait administratif, ça, il faut vraiment le vérifier. Les assurances, Les assurances. les contrats. Mais en fait, tout est important. Mais Tout est important parce que les contrats, effectivement, l'entreprise a un contrat avec un fournisseur, par exemple, fournisseur principal de l'entreprise. Sans lui, on est foutu. Si le contrat, il est bientôt à échéance et qu'il n'est pas prévu un renouvellement automatique, eh ben, on peut se retrouver dans la panade. Ou si le contrat, il n'est pas valable juridiquement parce qu'il y a un problème dessus, ça peut aussi entraîner des litiges derrière. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de document plus important qu'un autre. Il Mm. faut vraiment tout regarder. Et du coup, votre avocat, votre expert comptable vous demanderont du coup la liste de tous les documents vraiment à avoir dès le début, quoi, pour les Ouais. auditer. Et, voilà. Donc, il faut demander effectivement le plus de documents possible parce que plus on analyse de documents et plus on évite les mauvaises surprises. L'inconvénient de ça, Bah c'est que oui. justement, plus on en a sous la main et moins on pourra dire derrière, ah bah je savais pas, j'avais pas vu. Donc, ça nécessite de vraiment prendre le temps de tout analyser et d'être entouré des bons experts pour être sûr de ne pas passer à côté d'un truc parce que le vendeur vous dira, bah moi je vous avais transmis le contrat, c'est votre problème si vous n'avez Ouais. pas On vu. ne peut pas prétendre qu'on ne savait pas, en fait. Exactement. Pas possible. Hum. Ok.
Ensuite, on passe au protocole d'accord, le document le plus important et le plus long Exactement. à rédiger. Exactement. Et le plus long à lire aussi, souvent. Donc, le protocole d'accord, donc ça s'appelle, nous, dans notre jargon, le protocole de cession sous conditions suspensives. C'est en fait la reprise de la LOI. On reprend toutes les clauses qui étaient précisées dedans, mais là, on va mettre tout le détail. Typiquement, par exemple, sur le financement bancaire, dans la LOI, on aura simplement mis moi, acheteur, je mets en condition suspensive l'obtention d'un financement que je vais demander sur 7 ans au taux de 3,5% pour 500 000 euros. Point barre. Et dans le protocole, on va reprendre ça et on va dire, je m'engage à aller voir les banques dans un délai de 15 jours, à transmettre tous mes documents. Je m'engage à vous informer à telle date du fait que j'ai obtenu un financement ou pas, etc., etc. Et là, c'est vraiment tout le détail en fait de la condition. C'est pour ça que le protocole de cession est vraiment très très important parce que là, on y met tout. Et si on oublie quelque chose, eh ben, souvent c'est trop tard. Dans la LOI, c'est le propre d'une LOI de ne pas tout préciser parce que c'est quand même un document qui est succinct et qui doit relater uniquement les clauses essentielles. Le protocole, lui, c'est l'inverse. Il est là pour tout, tout, tout détailler. Donc si on oublie un truc à ce stade-là, souvent c'est foutu derrière. Mm. Donc, on prévoit notamment toutes les conditions suspensives. Donc, le financement bancaire, on en a beaucoup parlé. Les salariés, on a un petit point dessus après. Les audits. On en a parlé aussi. L'agrément, alors ça, c'est plus au niveau la société du vendeur. C'est là où il faut aller analyser les statuts de la société, puisque des fois, les statuts précisent que pour céder les titres de la société, il faut demander l'agrément des autres associés. Et donc, s'il y a plusieurs associés, si vous êtes en groupe de société, il y a des holdings, des filiales, etc., et il y a des procédures à respecter. Il y a peut-être des droits de préemption qui sont prévus aussi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Typiquement, droit de préemption, si vous êtes en franchise, si vous achetez une société qui est franchisée d'un réseau de franchise, souvent les contrats de franchise prévoient des droits de préemption au bénéfice du franchiseur. Souvent, on le fait sur les fonds de commerce, mais ça peut aussi exister sur les titres. Typiquement, ça, c'est des choses qu'il faut aller vérifier parce que si vous ne respectez pas donc la préemption, c'est que le franchiseur est prioritaire en fait hein, pour acheter. Si vous ne respectez pas le contrat de franchise et que si vous et que si et on voit la petite question d'Hélène, je vais le faire en 30 On secondes. fera à la fin. Si vous ne respectez pas le contrat de franchise et que vous n'informez pas le franchiseur de la cession, etc., il peut remettre en cause toute l'opération. Donc, pareil, c'est des choses à vérifier. Quand vous êtes en acquisition de fonds de commerce, je vous le dis parce que c'est quand même important, vous avez des droits de préemption de la commune. Il y a des communes qui ont instauré des périmètres de sauvegarde de l'artisanat et du commerce de proximité et qui peuvent venir préempter le fonds de commerce pour justement être sûr que c'est pas vendu à des gros industriels ou voilà. Vous voyez, c'est plein plein de choses. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un avocat parce que ça, typiquement, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément. Mm. La transmission des contrats. Quand vous achetez une société, effectivement, les titres d'une société, vous avez besoin de reprendre potentiellement les contrats qu'elle a conclus. Si je reprends le contrat avec le fournisseur de tout à l'heure, c'est vraiment le socle de l'activité. Si vous n'avez pas ce contrat, vous ne pouvez pas exercer l'activité. Il va falloir alors vérifier dans ce contrat s'il n'y a pas ce qu'on appelle une clause d'intuitu personae. C'est du latin, les avocats aiment bien le latin, qui voudrait en fait que concrètement le fournisseur s'autorise à vérifier qui est le repreneur et à dire moi je veux pas travailler avec ce repreneur et donc je veux pas qu'il bénéficie de mon contrat. Si vous n'avez pas l'accord du fournisseur pour reprendre le contrat, eh ben vous pouvez pas le reprendre. Si vous n'avez pas inclus ça en condition suspensive dans le protocole de cession, vous faites la cession, vous allez voir après le fournisseur en disant bonjour, c'est moi le repreneur, et qui vous dit mais moi j'ai pas envie de travailler avec vous, et ben vous êtes bloqué, c'est trop tard. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir les contrats avant et de commencer les audits. Parce que bah, il y a des choses qu'il faudra forcément inclure au protocole que vous aurez appris dans les contrats. Ou alors, il faut prévoir toutes les possibles clauses Mm, possibles et ensuite faire les audits. Mais clairement, mm. c'est compliqué. Ouais, complètement. Alors après, ça c'est pareil, ça dépend des dossiers. Des fois, on a commencé les audits avant le protocole et des fois, on fait tout après. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de signer des protocoles, d'avoir strictement rien. Et du coup, on le précise dans le protocole. On Ouais. dit qu'on demandera les documents, qu'aujourd'hui, on les a pas eus, qu'on n'a aucune information et qu'évidemment, on fera un audit approfondi. Et là, pour le coup, on blinde la clause. Hein. Bah Quand on oui, n'a rien c'est vu ça. avant, on met une clause vraiment bien cadrée. Mm. Mais ouais, c'est possible aussi de le faire comme ça. Remboursement des comptes courants d'associés. Si le vendeur il a un gros compte courant dans la société, il peut en demander le remboursement à tout moment. Donc, Sinon, il est généralement, perdu. ah non, il n'est pas perdu.
Ah bon? Ah, il n'est pas perdu. Bah, qui là? Ah bah lui, Lui qui? le vendeur, c'est son compte courant. Donc il reste dans la société, il Mm, peut le retoucher mm, n'importe quand. mm. Ah oui, donc Alors logiquement, on ne peut pas le faire parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas associé d'une société, vous n'êtes pas ouais, censé avoir un il est compte plus courant. associé. Mais comptablement, le compte courant, il est là, l'argent est là, il peut le réclamer. Mais c'est pour Ah ça ouais. on dit souvent qu'il ne faut pas un abandon là, de compte courant, c'est pas cette histoire-là? Bah, il faut Bah, le... souvent, ils demandent le remboursement. Ouais. Alors, ça peut être un abandon de compte courant, mais généralement, le vendeur, ça ne se voit pas sur 40 000 euros. Alors, ça dépend de la négociation, hein. Des fois, on peut dire, bah, le vendeur peut dire, OK, j'abandonne mon compte courant, mais en contrepartie, je négocie autre chose. Ça Peut-être peut que s'il aussi y a faire pas partie la... du... s'il y a un compte courant mais qu'il n'y a pas la trésor derrière, c'est sûr que tu peux négocier l'abandon, mais sinon, lui, c'est de l'argent qui Exactement. sort comme ça, sans passer par les moins 30% pour la sortie. Ouais, Donc, bon, s'il se soit dessus, c'est bizarre quand même. exactement. Lui, il fera gaffe à cette clause en tout cas. Non, c'est exactement ça. Les abandons de compte courant, ça peut exister en fait quand le compte courant qui est dans la société appartient à une société holding. Et là, des fois, on peut faire des abandons en compte courant Ouais. parce que entre sociétés liées, c'est un peu différent. Ça peut répondre à des objectifs. Voilà, ça permet aussi à la holding de. Bon, bref, il y a tout un tas de raisons, mais souvent, c'est là qu'on voit les abandons de compte courant. Quand c'est le vendeur à titre personnel, personne physique, généralement, il n'abandonne pas. Sauf si ça fait partie de la négociation et qu'en contrepartie, vous avez donné autre chose, hein. Cession concomitante de l'immeuble, on en a parlé. Si vous voulez acheter les murs en même temps, vous mettez bien une condition suspensive comme quoi, si vous n'arrivez pas à acheter les murs, vous laissez tomber la cession des titres. Sauf si ça vous va de le faire sans les murs, hein, mais souvent on lit les deux. La capacité, on en a parlé. Vous prévoyez une condition suspensive comme quoi vous êtes en vie et valide au moment de la cession. Voilà, c'est pas très gai, mais malheureusement, ça peut arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité physique, mais on a aussi la capacité juridique. Ça, c'est pour les activités artisanales, où vous avez des conditions de diplôme pour exercer l'activité. Ou alors les activités, tout ce qui est dans le bâtiment, où vous avez des certifications RGE, des choses comme ça, tout ce qui est Calibois, Calipac, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. On peut prévoir aussi des conditions suspensives comme quoi vous devrez, en tant qu'acquéreur, vous soumettez la cession au fait que vous obtenez bien les diplômes nécessaires, les qualifications nécessaires, et si jamais vous ne les obtenez pas, on ne va pas au bout. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité juridique. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. Et la de signature de choses à l'égard. prévoir. Signature de la GAP, donc garantie d'actifs et de passifs. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit point là-dessus rapide? Bah, de toute façon, on en on l'a parle après, après. non? Ah, on l'a après. Mm. Signature de la GAP. Et Et donc, un juste, petit point critique, ouais. C'est ça que tu allais dire ou tu allais dire autre non. chose? Non, vas-y. Moi, je voulais avoir votre avis. Pour vous, c'est quoi qu'est-ce qui vous semble le plus complexe là dans toutes les conditions? Qu'est-ce qui, pour vous, complexe à gérer, complexe à mettre en place? J'aimerais bien votre avis là-dessus. J'ai envie Vous de te voulez dire dire rien, quoi? c'est un avocat avec. Si l'avocat s'en occupe, rien. Après, c'est juste de la négociation avec le cédant. Si le cédant, Ouais, il est sur plutôt c'est une des. excellente réponse. Non, mais Il a sérieux, tout compris, c'est-à-dire que. Nicolas. Non, mais c'est-à-dire que si tu as des sujets de discussion, de négociation avec ton cédant sur lequel il veut pas, enfin, il veut pas négocier, bon, ben, écoute, ça fait partie de la négociation, ça fait partie d'un deal ou pas de deal. Mm, Maintenant, une fois que tu as un avocat, enfin, les mecs, ils discutent ensemble, après, c'est vos mm, histoires, quoi. Tu vois, moi, je perds pas de temps, quoi, avec ça. C'est-à-dire que, OK, bon, il a fait la LOI, je sais ce qui va être important pour moi, et comment est-ce qu'il me protège, comment est-ce qu'il me protège pas. Bon, le financement, les audits, en fait, en soi, tout est complexe. Si tu n'as Ouais. pas de oui à ce que tu dois, à ce que tu demandes. Mais, euh, mais c'est pareil, si tu n'es pas accompagné, ça sert à rien, quoi. mm. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'être accompagné parce que, comme vous dites, la négociation, c'est vous qui allez la faire avec le vendeur. Il faut que derrière, vous ayez quelqu'un qui met tout sur le papier juridiquement et que tout soit bien cadré et qu'on n'oublie rien surtout. Non, mais je vais Qu'on faire n'oublie un rien parce que parallèle. Il C'est y a 30, laquelle? oui. je fais un parallèle juste par exemple pour l'importance en tout cas de l'avocat du conseil. Il n'y a pas plus longtemps que cette semaine, ma mère est licenciée en inaptitude. D'accord? Je prends un cas simple. On Mm, pensait que c'était bon, il y avait une connerie, machin, etc. Je connais une avocate en droit social, machin, etc. Et donc, on bosse ensemble. Et là, elle est en train de récupérer potentiellement 75 000 euros. Et, Mm. et j'ai envie de vous dire, quand l'avocat en face, et c'est une très grosse structure en face, quand vous avez en face un problème, moi je me mets à la place d'un chef d'entreprise, demain, j'ai avec
un salarié ou avec une cession d'entreprise ou un achat, peu importe, n'importe quel souci, franchement, je suis content de payer 2000 balles, avoir payé 2000 balles 2 ans plus tôt, un truc pour une session ou une reprise ou je sais pas Ouais. quoi, et que ça me coûte pas 75 000 derrière, que me dire, bah écoute, voilà, ça va me coûter et 75 000 et j'aurais pu les éviter avec 2000 balles, quoi. Je fais, C'est Mm. pour ça que les conséquences sont pas des moindres, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et c'est vrai que c'est cher, voilà. c'est-à-dire que c'est cher. Enfin, excusez-moi de dire ça, c'est aussi quand c'est la première reprise et qu'on vous bassine à longueur de journée sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de pognon, vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin de rien que dalle. Vous y allez, grosso modo, je vais être vulgaire, mais avec la houme et le couteau. Et vous avez une boîte. Bah, écoute, Joël, tu as fait des LOI. Moi, j'ai dépensé plus de 10 000 euros que j'ai jeté par la fenêtre comme un con, machin, etc. Des conneries. Donc, il faut de l'oseille quand même. Il faut de l'oseille. Ouais, Bien on Et est sûr. que d'accord. Ouais, bien ça, sûr. Ouais. et que ça moi, j'ai préféré perdre, on va dire, 10 000 euros qu'être emmerdé avec 300 000, quoi. Ah Donc, ben ouais. bon, bah, dans les deux cas, j'ai perdu, mais j'ai perdu quand même beaucoup moins, quoi. C'est exactement ça. Si t'es pas prêt à lâcher un minimum, c'est compliqué de faire une reprise Ah non, mais en gardant tous Il y ces a sous. forcément de la casse. Quand Ouais. on est en processus de reprise, ça marche pas forcément du premier coup. Alors oui, on perd de l'argent entre guillemets, mais on perd aussi de l'argent. Les conseils sont aussi là pour vous dire quand il faut pas y aller. Quand c'est une opération, franchement, on le sent pas. Moi, j'ai un client un jour pareil. Il était salarié d'une entreprise et il voulait rentrer au capital de l'entreprise. Et il était super excité, il était super content, génial, on va faire ça. Alors super, on était avec un expert comptable dans le dossier. Pour le coup, c'est bien, on avait la même vision, mais tous les deux, on lui a dit, il faut pas y aller. Faut pas y aller parce que vos patrons actuels, qui du coup deviendraient vos associés derrière, sont en train de vous la mettre à l'envers. Et c'était clair et net. Lui, le percevait pas parce que n'avait pas nos connaissances et notre expérience. Et on lui a dit, il faut pas y aller. Alors oui, il a peut-être perdu de l'argent avec son comptable et son avocat qui l'ont conseillé. Sauf qu'il a, je pense, évité un gros paquet de soucis. Donc, comme vous dites, voilà, peut-être qu'on perd de l'argent, mais on en perd moins que si derrière, ça se complique, quoi. Et Et- au niveau des conditions suspensives, justement, c'est un très bon exemple parce que la substitution d'engagement, alors ça vous parle pas comme ça, je pense. En fait, il faut prévoir, ça c'est pour le vendeur, mais je vous le dis quand même, le vendeur doit prévoir que si par exemple il est caution sur les prêts de la société, il faut prévoir que quand il va céder ses titres, la banque accepte de le décharger de son engagement de caution et que l'acquéreur s'engage à sa place. C'est important parce que dans le dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure de mon client qui a vendu sa boîte à un salarié qui était là depuis plus de 20 ans, là, la société est tombée en redressement judiciaire. La substitution d'engagement n'a pas été prévue par le conseil. Donc, mon client est toujours caution à hauteur de 40 000 euros sur les prêts de la société qui est en redressement judiciaire. Alors, Dieu merci, il y a un plan qui a été adopté, mais la plus grande majorité des plans ne vont pas au bout et ça finit en liquidation. Donc potentiellement, mon client a cédé ses titres, mais se retrouve toujours caution de prêts qui potentiellement ne seront jamais remboursés par la société et il va devoir sortir les 40 000 euros. Mm. Donc là, c'est plus côté vendeur, mais vous voyez, ça, c'est typiquement des clauses que vous, en tant que repreneur d'entreprise, je pense que vous n'avez pas forcément ça en tête, parce que ça, c'est vraiment de la technique juridique, mais ça peut vraiment vous sauver un dossier, quoi. Ouais. Et ben juste après, tu as la gap. Voilà, donc pour revenir sur la gap plus précisément. Exactement. On va essayer de le faire simple, parce que souvent, c'est des trucs que vous comprenez pas, ce qui est normal, parce que déjà, même nous, on a du mal à s'y retrouver. Bah, à lire, c'est infect, ça c'est sûr. T'as une question à poser peut-être? Qui n'a jamais fait de gap ou qui ne connaît pas, ne voit pas ce que c'est? On peut jouer le chat. Tout le monde est au courant de ce qu'est une gap. Je ne sais pas qui sont les participants. Il y a Samsung. Ok. Bon, on refait un petit topo sur la gap. Ouais, très, très rapide. Simplement, déjà. Alors, la garantie d'actifs et de passifs porte très bien son nom, puisque le but, c'est de garantir la valeur de l'actif de la société et de garantir que le passif n'est pas plus élevé que celui qu'on connaît aujourd'hui. Globalement, quand vous allez acheter les titres de la société, vous allez les faire sur la base de ce qu'on appelle les comptes de cession, donc la situation comptable qui va être établie à la date de la cession. Dans cette situation comptable, je pense que vous savez tous lire un bilan. Vous avez l'actif d'un côté, le passif de l'autre. À l'actif, Pas forcément. bon, alors, c'est pour ça que tu vois, je fais quand même un petit récap. À l'actif, ce sont tous les biens et toutes les ressources de l'entreprise, son matériel, son stock, sa trésorerie, ses créances clients, etc., etc.
Et au passif, c'est tout ce qu'elle doit. Donc là, il y a les emprunts bancaires, il y a les dettes auprès de l'État pour la TVA, etc., On etc. voit tout ça en détail vendredi prochain avec l'expert comptable. Je vous recommande cette masterclass avec un comptable avec qui je travaille habituellement et qui est vraiment au top du top. Mm. Euh, L'idée au moment de la session, c'est de se dire que le vendeur doit garantir à l'acheteur que tout ce qui figure dans les comptes au jour de la session est véritable, que l'actif qui est valorisé 100 000 euros, eh ben, il vaut bien 100 000 euros, et que tous les passifs qui sont dans les comptes, il n'y en a pas plus. La TVA qu'on doit à l'État, on doit bien 5 000 euros de TVA et on ne doit pas 10 000 euros. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le litige qui a eu lieu devant le tribunal de commerce il y a 5 ans, il est définitivement clôturé, on ne doit plus rien à personne. C'est ça l'idée de la garantie d'actifs et de passifs. Donc le vendeur, en fait, va venir faire tout un tas de déclarations, va expliquer que le matériel est dans tel état, que les contrats de travail ils sont bien en bonne et due forme, que les déclarations fiscales ont toujours été bien faites. Enfin voilà, il va vous garantir en fait la société, à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et il va vous dire si jamais eh ben, il y a un actif finalement, il vaut pas 1000 euros, mais il en vaut zéro. À l'inverse, s'il y a un passif qui n'existait pas dans les comptes, mais qui survient, eh ben, je vous garantis et je vous indemnise. Donc, C'est ça par l'idée. exemple, un contrôle fiscal qui arrive après et Exemple typique. des erreurs du cédant qui, du coup, je sais pas, il s'est pris trop de frais Hmm. kilométriques, il s'est servi sur la boîte et il a oublié des choses Voilà. fiscalement parlant, eh bien, on peut demander du coup l'activation de la gap pour que ça ne soit pas au repreneur de l'entreprise de payer ses montants, mais bien au cédant parce que c'est lui qui a fait ses erreurs et qui est redevable du coup Hmm. des erreurs qu'il a fait, donc du passif de l'entreprise. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ça, c'est le principe. Après, on a tout un tas du coup de modalités à prévoir dans la gap. C'est surtout ça qui est imbuvable, je crois, à relire. Ouais. Donc les comptes de référence, en fait, c'est les comptes sur lesquels on se base. Donc ça va être la situation comptable faite à la session. On prévoit une durée de la gap. Alors souvent, la pratique, c'est que la gap, elle va durer 3 ans. Donc vous êtes garanti pendant une durée de 3 ans à compter de la session. Par contre, on a des exceptions pour certaines matières où les délais de prescription sont plus longs, Comme- typiquement en fiscalité. Voilà. L'administration fiscale peut venir vous redresser jusqu'à 6 ans après. Alors voire 10 ans s'il y a de l'abus de droit, mais voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc là, on prévoit que la gap va durer aussi longtemps que l'administration fiscale peut venir nous chercher. Comme ça, on est tranquille. On prévoit la nature de l'indemnité. Alors, c'est pareil, je vous inviterai à en débattre avec vos avocats et vos comptables, c'est un peu particulier. En fait, l'argent que va vous verser le vendeur en indemnisation, soit c'est une garantie de bilan, soit c'est une garantie de valeur. Autrement dit, soit ça a la nature d'une indemnité, soit ça a la nature d'une réduction de prix. Si c'est une indemnité pour vous, ça va être imposable et donc déductible chez le vendeur. Si c'est une réduction de prix, ça veut dire que vous avez payé 100 000, finalement vous allez payer que 90 000, donc c'est plus avantageux pour vous fiscalement, mais ça l'est moins pour le vendeur. Donc en gros, c'est pareil, c'est Négo. gardez ça en tête. Vous en discuterez avec votre comptable ou votre avocat le moment venu. C'est de la négo avec le vendeur, mais c'est pareil, c'est des choses qu'il faut avoir en tête parce que on peut récupérer 50 000 euros, bah, c'est super, mais ça devient imposable. Alors du coup, Mm. c'est moins fun. Bah, c'est plus 50 000 euros, quoi. Exactement. Excusez-moi, j'ai pas compris une chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un seuil de déclenchement. Voilà. Qu'est-ce qu'un seuil de déclenchement? Et bien, à quel moment on va déclencher, on va dire, bah, moi j'active la gap là et je te demande le remboursement de telle ou telle chose. Donc, généralement, il y a un minimum Hmm. à dépasser. Alors, si je me trompe pas, on peut accumuler Ouais, plusieurs, plusieurs seuils, entre guillemets, ouais. ouais, Hmm. voilà, plusieurs factures, par Ouais, exemple, c'est ça. pour venir déclencher. Donc, pré- par exemple, il faut minimum 5 000 euros. Donc, si on en a une de 2 000 et une de 3 000, on attend d'avoir minimum 5 000 euros pour leur dire, bah, là, maintenant, je déclenche la Hmm. gap. Et donc, En fait, petit ouais. recommandé. Petit recommandé, exactement. Ah, L'idée, c'est quoi? C'est de se dire qu'on ne va pas enclencher tout un processus de mise en jeu de la gap, envoyer des LRR, faire intervenir les avocats, etc., pour aller demander 1000 balles. C'est un peu l'idée, c'est de se voilà, dire que ça parce va nous que coûter ça plus craque. d'argent à Ouais. mettre en œuvre qu'à récupérer. Donc on se dit jusqu'à 5000 euros, on ne demande rien. Et par contre, à partir du moment où le litige dépasse les 5000 euros, là, la gap va s'enclencher. Et par contre, elle s'enclenche à partir du premier euro.
C'est-à-dire que si effectivement il y a plusieurs factures, comme tu disais, on en a une de 2000, ça marche pas. On en a une de 1000, bah, ça marche toujours pas parce qu'on arrive à 3000. Si on en a une quatrième à 3000, là, hop, on arrive à 6000 euros, ça se déclenche et par contre, tout passe dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil de déclenchement. C'est pareil, c'est de la négo. Mm. À l'inverse, on a un plafond. On va dire que la gap est plafonnée à 100 000 euros. Par exemple, j'achète 500 000 euros les titres, bah, je veux être garantie jusqu'à 100 000 euros. Si j'ai un litige à 200 000, eh ben, j'ai 100 000 euros pour ma pomme. Mm. Pareil, c'est de la négo. Voilà. Et on n'oublie pas la garantie de la garantie. Voilà, donc cet argent, bah, bien sûr, si vous d'un coup demain il y a un problème et vous demandez 100 000 euros au vendeur, bah, qui vous dit que cet argent il l'a pas et que du coup vous allez jamais le toucher. Donc pour être sûr de les toucher, on met une garantie de la garantie et généralement on met cet argent soit en séquestre, c'est un notaire, soit à la banque avec du coup Mm. voilà. Mm. Souvent, c'est des garanties bancaires qui sont Ouais. appliquées. En fait, effectivement, c'est exactement ce qu'a dit Joël, hein. La garantie d'actif et de passif, elle a un intérêt que si le vendeur est capable de nous indemniser le Ouais. jour où on l'actionne. Pour être sûr que le vendeur a toujours l'argent, parce que il va peut-être percevoir 500 000 euros de prix de cession, mais peut-être qu'il va péter un câble et faire des... Voilà. Et qui va tout dépenser d'un coup, il va Il s'acheter une fait bien maison. ce qu'il veut, il aura bien mérité ça. Mais du coup, peut-être qu'il n'a pas d'argent le jour où vous lui demandez d'activer la gap. Donc, on demande à ce qu'il ait lui-même une garantie, en fait. Et donc, souvent, c'est des garanties qui sont octroyées par les banques. Comme ça, on est sûr qu'il y a de l'argent. Donc si Enfin, c'est même- la gap, elle est de 30% du montant de la cession, cet argent, ces 30%, il va pas les toucher direct, Ouais. il va les Ça va rester placer bloqué. à la banque, par exemple. Donc voilà, ça c'est lui qui les paye, hein. Donc il a des frais bancaires à payer pour faire la garantie Ouais. de la garantie. Sinon, Ça effectivement, on marche. séquestre l'argent hein, chez un notaire ou chez l'avocat aussi, ça peut être ça. Il prendra moins cher. Il prendra moins cher, généralement. Je sais pas pourquoi ils veulent jamais. On ouvre Toi, un compte, ça s'appelle un compte excuse-moi. CARPA. En fait, nous, la CARPA, c'est l'administration qui gère tous les flux d'argent qui passent par les avocats, hein. Quand on garde l'argent pour nos clients, c'est pas sur nos comptes bancaires à nous, hein, c'est sur des comptes spécifiques. Et là, généralement, il y a moins de frais, voire pas de frais d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai une petite question pour revenir là-dessus. Oui, Moi, j'ai une petite gamme de 10%, donc sur 90 000, ça fait 9 000 euros, parce que ouais, au-dessus, ça faisait beaucoup, etc. Et on veut le faire dégressif, c'est-à-dire peut-être 4 oui. 000 la première fois, 4 000 le deuxième mois, et puis 1 000 année, pardon. Année, Année, ouais, ah oui, année, Ouais, ouais. première année, deuxième année et troisième année Oui, dégressif, 1 000, voilà. Euh, donc, on est d'accord que donc moi, j'ai emprunté, machin, ou je vais apporter, et ces sommes-là constitutives de la gap, elles sont bloquées chez le notaire ou chez l'avocat, le ou à la CARPA. banque. Ça dépend ce que tu as mis dans ta gap. ouais, parce que ça, Moi, ouais, ça peut, effectivement, moi, ça peut. je veux Est-ce pas qu'il y a une je veux garantie pas qu'il bancaire touche tout. derrière ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y a une garantie bancaire derrière? Alors, ça, je sais pas. Il est en train de faire la LOI, je sais pas. C'est-à-dire, Ouais, Ouais, voilà, t'es c'est pas encore trop rendu tôt. là. Ouais, ouais, Mm, c'est pour ça. mm. je sais pas Mais du tout. effectivement, Franchement, dans tous les cas, même si c'est à la banque ou peu importe, mais effectivement, il faut que les 9000 euros de la gap soient bloqués quelque part. Et du coup, ok. tous les ans, il récupère Voilà. 10%, 30, c'est 30% généralement, Mm, un truc comme ça, mm, 33. Ouais, mm, ouais, ça va être ça. Ok. Et mm. ça, La c'est dernière payé année, il parce que, reste en pas fait, grand-chose. ça, du coup, c'est payant pour le cédant et pas pour moi. Bah, parce que à la banque, il doit payer une garantie, je Alors, crois. ça dépend de la garantie. Mm. Si la garantie, c'est une garantie d'une banque, c'est la banque du vendeur qui garantit le vendeur, justement, si jamais il a besoin de verser de l'argent au titre de la gap. Et dans ces cas-là, c'est le vendeur qui se débrouille avec sa banque et la banque va lui facturer des frais. Si à l'inverse, vous prévoyez un séquestre par le biais, vous êtes accompagné d'un avocat, par exemple, qui Oui. veut bien faire le séquestre, peut-être qu'il va facturer des frais, qu'il va vous les facturer à vous. Ça dépend vraiment de la garantie qui est mise en place, en fait. Hop, hop. Ça va être l'autre, hein, parce que moi, l'heure de question. C'est pas... Ah, Mais alors, toujours pareil, c'est une question de négociation. Il faut juste ouais, avoir en tête, effectivement, parce que ça peut être des frais supplémentaires. Donc, il d'accord, faut ok. l'anticiper. Mm. D'accord, ok. Ça marche. Merci Mais vous beaucoup. pouvez lui dire, il se débrouille. Pour 9000 euros, ça sera pas Après, ça ne énorme. sera pas des frais énormes hein, pour 9 Ouais. 000 euros, effectivement. Non, non, mais je veux qu'il se débrouille. Déjà, c'est bon, il se débrouille avec ça. Mais moi, je veux que ça soit bloqué et je veux être sûr que Ouais, justement, si demain il y a un pépin, parce que je me rends compte qu'il y exactement. a une faute de Ouais, gestion, je veux que sa banque me dise, parce que lui, du coup, c'est sa banque professionnelle. Bon, elle est ouais. aussi, j'ai l'impression, sa banque personnelle, mais on est d'accord, c'est une espèce de compte à part, euh, Oui, bloqué et séquestré par la banque. c'est un Il peut compte à rien faire part, sans mon avis, exactement. quoi. Ouais, Ok. c'est exactement ça. Et là, Bon. il faut vraiment Oui, bien bah, border c'est la lui qui gap se démerde, pour. c'est dans sa banque et ok, parfait. C'est lui Ouais. qui se débrouille. C'est Ouais. son problème. Oui, je le dis un peu plus. Un Excusez-moi. peu plus de façon diplomatique. Ouais, voilà, c'est Diplomate. ok. Ouais, c'est ça. Oui, très cher maître.
C'est exactement ça. Ouais, j'entends. D'autres questions sur la gap avant qu'on passe aux audits? C'est Alors, ouais, comme on a déjà vu les audits, d'ailleurs, on peut peut-être passer rapidement dessus. bon. Sinon, à la fin, n'hésitez Ouais. pas. Donc effectivement, les audits, on en a déjà un peu, enfin on en a même beaucoup parlé en fait tout à l'heure, hein, donc je pense qu'on peut peut-être passer dessus, sauf que si tu avais autre chose toi à rajouter là-dessus, mais Ouais, non, après, si quelqu'un a des questions, c'est vrai que pareil, hein, de toute façon, vous notez, on pourra faire une petite session questions-réponses. donc les audits à faire de toute façon, voilà, pour identifier les risques. Ça permet aussi quand même de renégocier si jamais Ouais. on trouve des loups cachés. S'il y a des choses dont on nous avait pas parlé et qu'on découvre, c'est toujours un moyen de renégocier ou de s'arrêter, hein, Oui, complètement. Typiquement, le contrat fournisseur, donc le fournisseur clé de la société, vous l'informez de la cession, vous lui dites, bah moi je voudrais bien reprendre le contrat, il vous dit, bah moi j'ai pas envie, bon bah très bien. Et dans ces cas-là, vous savez que vous allez pouvoir retrouver un autre fournisseur, mais ça va pas du tout être les mêmes conditions, parce que là, le contrat, il existe depuis 30 ans, c'était des conditions favorables, et vous retrouverez jamais la même chose. Donc, vous savez que ça va vous coûter plus cher d'exercer l'activité. Et ben, ça peut faire partie d'une renégociation du prix. et juste les risques majeurs qu'on pourrait identifier lors des audits, peut-être. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est tout ce qui est en lien avec l'administration, donc typiquement des déclarations de TVA qui sont, alors, pas faites. Ça peut arriver. Ou mal faite. Pareil pour les déclarations sociales, tout ce Ouais. qui est salarié, hein, des congés payés qui ne sont pas déclarés correctement, des indemnités qui ne sont pas versées, J'ai eu le cas, toutes moi, ces sur un choses-là. dossier, c'était les trajets qui n'étaient pas payés aux Ouais, bah voilà, salariés ouais. et ils s'en sont rendus compte une fois, enfin, ils s'en étaient pas rendus compte pendant les audits, mais Mm. après. Et pour le coup, ils ont eu un sacré paquet à devoir donner. Bah ouais, c'est ça. Les indemnités de fin de carrière qu'il faut anticiper aussi, s'il y a des salariés qui sont en fin de carrière, Mm. justement. Tout ce qui est qualification et certification, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous reprenez une activité qui est réglementée et qui nécessite la détention de diplômes ou de qualifications. Brevet. Des fois, c'est attaché à la personne du dirigeant et c'est pas attaché à la société. Des fois, ça suit la société. Donc, si vous prenez les titres, vous prenez automatiquement la qualification. Des fois, c'est attaché au dirigeant. Donc, il faut que vous l'obteniez vous à titre perso. C'est des choses qu'il faut faire attention. Brevet, marque. Mm. Marque, si vous achetez une franchise, par exemple, il y a une marque, alors souvent, il y a le contrat de franchise qui est avec. S'il n'y a pas de franchise, vous pouvez juste avoir une marque à part. Il faut vérifier s'il y a bien un contrat d'utilisation, ce qu'on appelle une licence de marque qui est mise en place. Quelles sont les modalités? Est-ce qu'elle arrive bientôt à échéance? Est-ce que je vais pouvoir la renouveler? Enfin voilà, il faut tout regarder, hein, de toute façon, hein. On donne Voilà. la compta au comptable, on donne les contrats et tout le reste à l'avocat, Ouais, mais et puis nous ça se passera aussi, bien. tout ce qui est Et enfin, vous, non, mais évidemment, vous regardez à tout ce qu'alors vous, niveau pour le coup, social. tout évidemment, vous allez aussi avoir votre avis sur l'activité elle-même, parce qu'encore une fois, c'est vous les opérationnels. Moi, mon client électricien, je comprends rien à ce qu'il me raconte, en fait, hein, concrètement. Là, c'est lui qui va aller regarder les contrats avec un fournisseur, par exemple. Il y a des termes qui vont être techniques que moi, je vais pas maîtriser. Donc, vous, effectivement, vous avez toute la connaissance métier, en fait. De toute façon, c'est un travail de concert, hein. À moi tout seul, je ne fais pas une opération de cession. Le comptable ne le fait pas tout seul non plus. Et vous, vous ne le faites pas tout seul non plus. Donc, c'est Voilà, un vrai travail d'équipe. bien résumé. Ensuite, on fait forcément un petit focus sur les salariés, donc notamment sur la loi Hamon, qui est très importante et qu'il ne faut pas oublier. Donc, on vous fait un petit rappel sur ce que c'est. Hum. S'il y a des sociétés, des salariés dans la société dont vous allez racheter les titres, alors c'est également le cas en fonds de commerce, hein. C'est pas le même texte juridique qui le prévoit, mais c'est exactement le même régime. Le vendeur a l'obligation d'informer les salariés de la cession qui va être réalisée à partir du moment où cette cession entraîne une cession de contrôle, donc c'est-à-dire une cession de plus de 50% des titres de la société. Il doit informer ses salariés qu'une cession va intervenir et en fait, dans ce cadre-là, les salariés bénéficient d'un droit de priorité, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, ah bah, moi je suis intéressé pour racheter l'entreprise et ils vont passer avant l'acquéreur. C'est une obligation légale, donc on ne peut pas y échapper. La loi prévoit que les salariés ont un délai de 2 mois à partir du moment où ils sont informés du projet de cession pour dire si oui ou non ils sont intéressés potentiellement pour acheter. On peut court-circuiter ce délai de 2 mois en faisant signer aux salariés un courrier de renonciation express. Donc, il faut qu'ils écrivent noir sur blanc qu'ils ont été informés à telle date du fait que les titres allaient être cédés, machin, machin, et qu'ils ne sont pas intéressés pour acheter. Dans ces cas-là, on est tranquille. Si jamais les salariés, j'ai vu le cas un jour.
Une seule fois, mais c'est quand même arrivé. J'ai eu le cas d'un salarié qui a dit au vendeur, du coup à son patron, bah moi je veux bien ne pas, enfin je veux bien te signer ton courrier là de renonciation, mais tu me fais un chèque. Bah oui. Et si tu me fais pas de chèque, eh ben je t'embête. Et je vais, parce qu'en fait, comme c'est une priorité des salariés, ils peuvent dire, bah moi je suis intéressé. Donc dans ces cas-là, ils vous demandent tous les documents, la comptabilité, il Et faut ça leur peut propre durer six audit, mois. et ça peut durer longtemps. Et vous êtes bloqué. Et c'est embêtant parce que l'acquéreur, eh ben, lui, peut-être qu'il est pressé. Bah, pour le coup, quand on a prévu une reprise, si on fait ça 15 jours avant, parce que Voilà, généralement, ils sont tellement prévenus au dernier moment pour pas affoler tout le monde et que personne ne se barre entre deux, ne c'est ça. démissionne, Ouais, forcément, celui qui veut vous embêter. c'est la complexité, ouais. Donc, c'est à qui de verser le chèque? C'est au vendeur. Exactement. Donc, il faut vraiment anticiper ça. Généralement, ça se passe bien. Alors, c'est aussi d'ailleurs, sans que ce soit une obligation légale, c'est très très important de gérer la relation avec les salariés. Parce que concrètement, quand vous reprenez une entreprise, très souvent, ça repose beaucoup sur les salariés. Quand Mm. vous avez des équipes qui sont en place depuis des années, que le dirigeant a réussi à déléguer certains domaines, vous avez vraiment besoin de reprendre les salariés qui sont en place en fait. Et donc, il faut vraiment que la transition se fasse le mieux possible avec eux parce que ça va vraiment être eux qui vont être votre pilier en fait pour assurer une reprise la plus sereine possible et pour assurer la transition avec les clients, les fournisseurs, etc. C'est eux qui connaissent l'entreprise en fait le mieux après le dirigeant. Donc, c'est très important d'anticiper ça de discuter avec le vendeur de la façon dont il veut amener les choses, parce que ça reste ses salariés, tant que la session n'est pas faite, c'est lui le patron. Donc il faut vraiment que ce soit en accord avec le vendeur, mais il faut vraiment, faut les bichonner, hein, ces salariés, c'est Ouais. important. Et sur la sanction, si jamais vous respectez pas cette obligation, que les salariés ne sont pas informés dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez avoir une amende équivalente à 2% du prix de cession, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, C'est à avant, qui de on la payer? avait Qui la paye? à l'acheteur, je pense. Ouais, j'avoue que j'ai jamais eu le cas. Euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je t'avoue, qui doit C'est la pas le payer? vendeur, c'est lui qui. J'ai Bah, jamais creusé le généralement, nous, on sujet. veut bien qu'il la Ouais, prenne avant. je C'est pense plutôt que, le vendeur qui est je pas pense que trop. ça doit être, mais c'est il faudrait vérifier. Ouais. Je vérifierai, tiens, pour une prochaine session. C'est vrai qu'on ne voit jamais le cas, en fait, puisqu'on respecte systématiquement l'obligation, donc on n'a jamais creusé. Avant, c'était une nullité de la session. Ah Donc, si on ouais, respectait pas ça, c'était carrément là, tout le c'était pire. processus de session qui pouvait être annulé. Ouais, Donc, ok. c'est un peu mieux. Mais bon, si on pouvait éviter, ce serait mieux quand même. Ok. Et qu'est-ce que tu ferais, toi, pour assurer l'engagement des salariés après la session Bah alors, il y a différentes choses, des choses un peu classiques, style intéressement au bénéfice. Un salarié, s'il sait que plus il travaille, plus les bénéfices de la société vont évoluer, mais plus il va en bénéficier, forcément, ça le motive. On peut aller encore plus en avant et les intégrer carrément au capital de la société, donc les faire devenir associés en fait, hein. Donc là, c'est Ouais. un intéressement au bénéfice, mais qui est vraiment direct parce que quand vous mettez en place un intéressement, bah, ça repose sur votre bonne volonté en tant qu'employeur. Quand ils sont au capital de la société, bah là, il n'y a plus de bonne volonté à avoir. En fait, ils sont associés. Donc, ils ont automatiquement droit à une part de bénéfice si la société fait des bénéfices. Donc attention, pacte d'associés à titre participatif, s'ils sortent de l'entreprise, ils sont obligés de revendre leur part. Exactement. Donc ce qui les tient un peu pour pas démissionner et partir du jour au lendemain. Exactement. Il y a ça aussi, c'est qu'ils sont intéressés aux bénéfices, mais ils sont aussi, voilà, ils sont associés. Donc, on prévoit effectivement que si jamais demain ils partent de la société, bah, évidemment, ils doivent aussi cesser leur fonction de Mm. salarié. Ça peut être très avantageux, par contre, attention, ils deviennent associés. Donc, ils ont leur mot à dire. Alors, souvent, les fonds entre capital à des montants très faibles hein, pour que vous restiez majoritaire et que les Oui. décisions reposent sur vous. Mais il y a certaines décisions qui doivent être prises à l'unanimité des associés. Et donc, c'est des décisions qui sont assez rares, mais ça dépend de la forme de la société. Donc, bon, Bon, voilà, après, on peut c'est aussi à prévoir réfléchir. qu'à trancher, c'est le dirigeant qui tranche. Ou voilà, Ça peut être mis dans le pacte d'associés. Mais bon, voilà, toujours un Ok. peu délicat. Et ensuite, eh bien, on passe en dernier à la signature des actes définitifs. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, j'espère que vous êtes toujours parmi nous parce que là, vous devez avoir le cerveau qui chauffe un peu. Euh, Toutes nos conditions suspensives sont levées. Tout ce qu'on devait faire a été fait. On est prêt à signer. C'est super. On établit l'acte de cession définitif. C'est typiquement juste la reprise du protocole, mais dans lequel on va dire bah, il y avait telle condition. Elle a été levée. Ou elle n'a pas été levée, mais finalement, on a décidé de s'en passer. Ou il y a des petits changements par-ci, par-là.
Enfin, voilà, on fait un point état des lieux. C'est là où on fait l'état des lieux, justement, par l'état des lieux des locaux. On a fait l'inventaire du stock juste avant, de façon contradictoire entre les deux parties. Dans les sociétés où vous avez des prestations en cours, ça arrive souvent. Mon garage automobile, par exemple, mon client qui avait acheté un garage automobile, on avait une clause sur tout ce qui était en cours. Donc le vendeur avait commencé certaines prestations qui n'étaient pas achevées au jour de la session, et donc c'est l'acheteur qui devait les finir. Pareil, on fait un petit état des lieux de ces prestations-là pour voir où on en est et ce qui reste à finaliser. Donc là, c'est vraiment, là, on est dans le concret totalement. Tout est quasiment calé. On est juste en train de gérer l'activité, la continuité de l'activité en tant que telle, hein. Et si il y a une des conditions suspensives qui n'est pas levée au moment de la signature finale, il se passe quoi? Et bien, soit on signe pas, puisqu'une condition n'est pas remplie, mais on a aussi la possibilité de renoncer aux conditions suspensives. Donc là, c'est chaque partie qui est concernée par la condition peut y renoncer. Typiquement, le financement bancaire. Si l'acquéreur nous dit, j'ai pas eu mon financement bancaire, mais finalement, j'en ai pas besoin, je vais financer tout seul, Mm. il peut renoncer à la condition et donc on peut signer. Oui, s'il passe par un investisseur, s'il Mm. va trouver l'argent ailleurs, il n'y a Exactement. pas le financement bancaire, mais il y a un Exactement. autre financement, donc C'est ça. ok. La partie qui est concernée par la condition suspensive a toujours la possibilité d'y renoncer à tout moment. Ok. Euh, Donc on signe les actes, on ouvre le champagne. Souvent, on prévoit quand même un peu ou sans alcool, bien sûr, hein, la fête est plus folle. Comme tu dirais. et ensuite, est-ce qu'on a toujours besoin de l'avocat pour faire le suivi post-signature de l'intégration ou enfin, qu'est-ce que tu fais après? Eh ben, on fait encore des choses. Ça se voit pas généralement parce que le client, lui, il a repris entreprise, il n'en a plus rien à faire de nous. Il y a encore des choses à faire. Il y a tout ce qui est formalité légale. On a signé l'acte de cession un 21 mars, c'est super, sauf que personne n'est encore au courant. Donc on a des formalités à faire pour rendre la cession opposable au tiers. Typiquement, il va falloir envoyer l'acte au service des impôts pour l'enregistrer et pour payer les droits d'enregistrement qui vont avec, évidemment, puisque l'État se sert un petit peu au passage. On a une publicité légale à faire, donc on publie une annonce dans un journal d'annonce légale parce qu'il y a un changement du dirigeant, parce qu'il y a un changement de l'actionnariat, parce qu'on a peut-être transféré le siège social si on n'est pas resté au même endroit. Et puis on a une mise à jour des statuts de la société à faire et on doit les déposer auprès du greffe du tribunal. S'il y a des marques, des brevets, il y a des formalités à faire pour informer le fait que le titulaire de la licence de marque a changé, etc., etc. Donc il y a toutes ces formalités-là pour vraiment rendre la cession administrativement officielle, en fait. Mm. Et ensuite, on a tout ce qui est propre à l'opération. Si on a une variation du prix, on l'a dit au tout début, si on fait varier le prix en fonction de la variation des capitaux propres. Là, le comptable va intervenir pour nous faire la situation comptable à la date de la cession. Évidemment, la situation comptable, on ne l'a pas au jour de la cession, hein. Il faut que Donc, le il y a bien comptable... 2-3 mois. Voilà. En fait, souvent, on prévoit 2 mois pour que le comptable du vendeur établisse la situation comptable. On laisse 1 mois au comptable de l'acquéreur pour valider que tout est OK. Et ensuite, les avocats prennent la plume pour rédiger ce qu'on appelle l'arrêté du prix définitif. Donc, on vient rédiger un acte disant que la situation comptable a été établie à telle date, elle a été validée. On voit que la variation des capitaux propres est de temps. Donc, le prix varie de temps. Il va être payé à telle date et blablabla. Bla, et on signe. Ça, évidemment, c'est important. Si jamais on a un contrat de bail à mettre en place, soit on a repris les locaux, parce que le bail commercial est automatiquement transmis, mais on peut vouloir le mettre à jour si jamais c'est un vieux bail qui doit vraiment être vu. Soit on a déménagé aussi, donc on a besoin de mettre en place un bail commercial, donc là l'avocat peut intervenir. Et après, il y a plein de petites choses qui sont un peu du détail, mais si la société est une société par action simplifiée, si on est en processus de reprise, on peut bénéficier de tout ce qui est ACRE ou ARE ou ces choses-là. C'est des prestations Pôle emploi, enfin, France Travail maintenant. Et pour ça, il ne faut pas se verser de rémunération en tant que dirigeant. Et donc, France Travail demande un procès-verbal de la société, comme quoi il n'y a pas de rémunération. Pareil, le comptable ou l'avocat peuvent le rédiger. Donc, il y a plein de petites choses comme ça à faire derrière. Donc, effectivement, notre mission ne s'achève pas au jour où on signe l'acte de cession. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes toujours vivant C'est une excellente question. après tout ça? En plus, moi, ce que je raconte me paraît hyper clair, parce que je veux dire, je le fais au quotidien, mais je sais que c'est compliqué. Ok, bah super. Hélène est toujours là et Ah. elle avait une question. Donc, Oui, alors Hélène, juste sur le crédit vendeur, pour faire ça très rapidement, un crédit vendeur, c'est quoi? C'est un crédit, comme son nom l'indique, mais si vous n'arrivez pas, pardon, à avoir votre financement bancaire, par exemple. Au revoir Annabelle, très bonne journée. Euh,
vous n'arrivez pas à avoir votre financement bancaire, que ce soit sur la totalité du prix ou juste sur une partie. Vous pouvez demander au vendeur s'il est d'accord pour que vous le payiez à crédit. Donc, typiquement, vous devez lui verser un prix de cession de 100 000 euros. Vous lui dites, bah, j'aimerais te payer, mais sur 5 ans. Donc, 100 000 divisé par 5, 20 000, si mes comptes sont bons. Chaque année, vous remboursez le vendeur de 20 000 euros à la fin de l'année. Ça vous permet, bah, du coup, d'échelonner le paiement du prix et donc d'exercer l'activité grâce à laquelle vous allez sortir du bénéfice. Et grâce à ce bénéfice, vous allez pouvoir rembourser le vendeur. Alors, Donc, c'est un crédit, mais fait avec votre vendeur, avec un taux d'intérêt, avec une voilà, garantie à ce que prévoir j'allais dire. aussi. Il y a Ouais. quand même des intérêts, c'est obligatoire Mm. de mettre un intérêt, même un prêt entre les personnes. De toute façon, c'est obligatoire. Et c'est souvent entre 5 et 6%, donc un peu plus cher que le coût d'une banque. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de ne pas passer par la banque et d'être sûr d'avoir son financement parce que c'est la personne qui nous met un crédit vendeur. Et on peut faire qu'une partie en crédit vendeur, donc pas forcément les 100%, mais peut-être juste 30% en crédit vendeur, 30% avec votre apport, et Mm. du coup, le reste en financement bancaire ou en earn-out. Enfin voilà, il y a plein d'autres façons de faire. Et clairement, ça permet de faciliter au niveau de la banque d'avoir son financement et à moindre coût. Mm. Ok, Exactement. merci beaucoup. Juste une petite question supplémentaire. Oui. Le taux, il est légalement fixé ou c'est Non, négociable? c'est de la Ok, négociation. Mm. Ouais. ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Mais C'est c'est pas de vraiment souci. très intéressant. Merci beaucoup. Bon, bah super. En tout cas, bon, en petite conclusion, je ne sais pas si vous, il y a des choses qui vous semblent complexes aujourd'hui. C'est vrai que c'est bien d'être accompagné. Moi, ce que j'ai trouvé le plus complexe, franchement, c'était le protocole. Parce que, il y a eu beaucoup de négo, vu que j'avais fait ma LOI moi-même, et certains termes qui étaient mal rédigés. Donc forcément, ça entraîne des malentendus, des tensions avec le vendeur. Et du coup, bah, il faut clarifier les choses lors de la rédaction du protocole et ça prend beaucoup plus de temps. Donc en fait, le temps qu'on a perdu et que j'ai dû lâcher sur le prix qui n'était pas indexé, bah, en fait, Ouais. c'est clairement du temps que moi, j'aurais pu gagner si j'avais rédigé directement la LOI avec Mm. mon avocate. Ouais, Euh, typiquement, dans ce dossier, on a dû organiser une visio avec le ouais. vendeur, son avocat et l'intermédiaire. Et donc, nous deux, on y a passé 1 heure et demie pour discuter de choses en fait qu'on aurait dû caler dès le début et sur lesquelles il n'y aurait pas eu de malentendu, Ouais. effectivement, si un avocat était Moi, passé. pour moi, Voilà. c'était très bien rédigé. C'était sûr que voilà, Évidemment. il y avait Mais gain de ouais. cause, mais finalement, bah, j'ai dû lâcher, j'ai dû céder. Donc oui, bah, on perd de l'argent et en plus, on perd du temps. Et je paye encore plus de frais d'avocat parce qu'on passe des heures à négocier entre avocats. Donc voilà, moi, en tout cas, je conseille vraiment de le faire rédiger dès le début pour que ça soit en notre faveur. Mm. Euh, Mener les négociations seul avec le vendeur, à la limite, ça, effectivement, c'est pas mal. Souvent, c'est ce que toi, tu fais dans tes dossiers. Tu prends mm, contact avec le vendeur, tu mènes déjà une première négociation pour avoir au moins des premiers accords sur la base, entre guillemets. Et à partir du moment où on est à peu près d'accord sur l'essentiel, là, on fait intervenir les avocats. Comme ça, on perd pas de temps, effectivement, derrière. Ouais. mm. Moi, c'est pour ça, du coup, que j'ai décidé de créer bah, le mastermind de reprise élite. C'est parce qu'en fait, il faut tellement de choses quand on reprend une entreprise, que ça soit le juridique, avoir un accompagnement de quelqu'un qui te dit, bah, moi, je suis passé par là, et bah, ça, cette erreur-là, faut que tu fasses gaffe à ça, ça, faut pas le faire. Être formé parce que bah, faut des connaissances théoriques, là, comme là, ce qu'il y a eu. C'est juste une petite partie de toutes les Hum. connaissances qu'il faut. Avoir du réseau, du sourcing, savoir trouver les boîtes, où les trouver, comment les trouver, et puis toute la partie expertise comptable. C'est pour ça que dans le mastermind, très clairement, donc là, on n'a pas pu tout détailler, mais là, vous avez eu les bases clairement juridiques d'une reprise. On a accès à Laurine qui intervient en coaching toutes les 2 semaines, 2 heures dans le mastermind. On a aussi l'expert comptable qui intervient en même temps. Donc ça, c'est hyper important dans des petits groupes, donc Hum. limités à 15 personnes. Donc là, il reste que 10 places pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et on fait des sessions effectivement en même temps avec l'expert Ouais, comptable, ce qui est hyper intéressant parce que nous, on est très complémentaires. Enfin, comme je vous disais tout à ouais, l'heure, je sais lire un bilan, mais pas faire beaucoup plus de choses que ça. Donc, ça permet de poser des questions auxquelles on a des réponses tous les deux, en fait, expert complémentaire. comptable et Ouais. avocat, quoi. Mm. Et puis, bah, clairement, d'avoir des coachings toutes les semaines, donc avec moi-même, pour avoir de l'expérience, avoir des retours, voir où est-ce qu'on en est, si on doit
continuer le sourcing? Est-ce qu'on se lance sur cette boîte? Est-ce que faire une première évaluation ensemble et vraiment être accompagné sur toutes les étapes? Euh, il y a plusieurs modules dans la formation. Il y a 8 modules vraiment de A à Z jusqu'au post-intégration, jusqu'à l'acquisition et sur tout ce qui est gestion d'entreprise, recrutement, management. Bon, je sais qu'il y en a qui sont déjà dans le mastermind, donc si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci, on a fini pour cette partie-là. C'est plus pour ceux que ça intéresse. Et merci à tous ceux qui ont participé en tout cas. Merci Nicolas d'avoir posé toutes tes questions. S'il y a encore des questions, on peut y aller après. On peut encore prendre 5 minutes, je pense, s'il y a quelques questions, ou notez-les dans le chat qu'on les voit. Voilà, donc après, il y a en option, du coup, dans le mastermind, la partie sourcing où c'est moi qui vais aller sourcer vos boîtes avec vraiment des cibles que vous me donnez, avec une méthode bien particulière, notamment de l'emailing ou du contact en direct avec les dirigeants. Ça permet d'avoir un intermédiaire qui va aller voilà, dire, moi, j'ai un client qui est intéressé par ce type d'entreprise. Est-ce que vous permettiez qu'on fasse une première évaluation et puis je vous mette en relation avec ce client si l'évaluation vous va, par exemple. Et voilà, c'est plus facile de faire dans ce sens-là. C'est aussi des méthodes qui ont des coûts de faire de l'emailing de masse. Donc, voilà, et puis ça prend du temps surtout. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Euh, Dans la masterclass, on retrouve du coup plusieurs masterclass, donc notamment sur des financements extra-bancaires, donc comment financer les entreprises sans passer par la banque, donc avec des solutions de levée de fonds, des solutions où on a des courtiers qui sont spécialisés pour aller refinancer par exemple vos biens immobiliers pour financer l'entreprise, financer les outils ou les machines par du crédit bail et donc demander moins d'argent à la banque. On a aussi des personnes qui vous prêter de l'argent pour de l'apport, avoir des investisseurs toujours sous le coude pour investir dans votre entreprise et vous permettre de pouvoir l'acheter. Tout ce qui est négociation aussi, donc j'ai à cœur de dire que la négociation en entreprise, en reprise, c'est hyper important et c'est tout le long de la reprise. Et donc pour ça, on voit les techniques de négociation, la psychologie du vendeur en face, c'est vraiment important aussi. Si vraiment lui, il est prêt à vendre, il est pressé ou pas, ça va jouer sur les négociations. Voilà, parler des levées de fonds et puis plein d'autres thèmes sur des masterclass comme aujourd'hui qui auront lieu. Ensuite, l'avantage aussi, c'est d'avoir une communauté avec des repreneurs, des gens qui peuvent échanger. Et donc, un groupe WhatsApp avec tous ensemble, s'il y a des questions à n'importe quel moment, moi, je suis dispo. S'il faut relire des choses avant un dossier ou quoi, il n'y a pas de souci. Des rencontres tous les 3 mois. Donc, la prochaine sera sûrement fin mai ou début juin. Donc la date n'est pas encore fixée tout à fait. Donc je ne préfère pas m'avancer là-dessus. Avec des personnes qui vont intervenir, des intervenants de qualité sur 2 jours. Donc ça sera sur Paris pour la première et donc ça sera tous les 3 mois. Et clairement, moi je trouve que c'est le plus sympa, c'est de venir réseauter tous ensemble et de pouvoir parler à des personnes qui sont expertes dans certains domaines. Et donc voilà, avoir des intervenants vraiment spécialisés sur la croissance externe, sur certains sujets comme on aura notamment Coquelicot qui intervient sur le marketing et sur le refondement de la boîte après la reprise. Ils se sont vraiment spécialisés sur le post pour tous ceux qui reprennent des entreprises, donc le post-reprise. Parce que souvent on rachète des entreprises, ça fait 20 ans que ça n'a pas bougé et l'image de l'entreprise n'est pas forcément ouf. Et donc, on a besoin de quelqu'un pour refonder toute cette image. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous dis tout de suite, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail et il reste que 10 places là dans la session la session prochaine, parce qu'on a déjà des personnes donc, qui sont dedans. Le but, c'est vraiment de rester en petit comité, donc pas qu'on soit une trentaine et ne pas pouvoir poser ces questions, parce que ensuite, on ne peut pas du tout analyser le deal si on est trop en même temps.
Et puis, si vous réservez à la suite de cette masterclass, moi, je vous offre 1 heure de coaching individuel. J'ai fait une belle faute. Non, mais c'était Euh, faute anglaise sur les individual. Donc, si vous souscrivez avant lundi, donc l'offre là, c'est jusqu'à lundi. Donc, voilà. Et puis bah, le but, clairement, c'est de reprendre une entreprise rentable qui s'autofinance et avec une méthodologie et toutes les clés pour réussir, gagner du temps, aller plus vite. Et éviter les soucis. Ouais, Bien dormir la nuit. Du mieux qu'on peut, en tout cas. c'est ça. Et voilà. Donc, bah, écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le contact Ah, de... bah, tu peux mettre ça là. Tiens, je te laisse l'écrire. Voilà. Moi, je suis Je vous déportée. mettrai du coup le replay pour ceux qui ont loupé. Puis, voilà, de toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas connectés. J'attendais à peu près 35 personnes. Donc, comme c'est parti en spam et qu'il y a eu des problèmes compliqués. Donc, voilà. À la base, il ne devait pas y avoir de replay parce qu'il y a beaucoup d'informations données dans cette masterclass. Mais bon, on va faire une exception. Attends, j'écris là. Ah non. Ça va pas du tout. Hop. Voilà. Euh, Joël, je te rappelle si tu es dispo au sujet de la holding. Oui, oui, Nicolas, si tu veux, je peux là après la session. Du coup, vérifiez bien vos mails si vous voulez prendre rendez-vous, mais sinon, je vous mets le lien Calendly tout de suite. Comme ça va peut-être ça va peut-être être plus simple en fait. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, n'hésitez pas à booker sur mon calendrier parce que forcément, je regarde si vous avez le profil idéal pour rejoindre le mastermind. Donc, le but, c'est pas d'accepter tout le monde et d'avoir des personnes de qualité vraiment motivées parce que bah, quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de chercher, bah, il trouvera pas. Alors, déjà, en étant motivé, des fois, c'est long et difficile. Donc, donc voilà. Merci à tous et puis bah, je vous dis à une prochaine et bon après-midi, bon week-end. Bon week-end à tout le monde et j'espère ne pas vous avoir trop assommé pour le reste de la journée. Mais non, c'était parfait. Allez, au revoir. Au revoir.